Parti. Alors, bonjour tout le monde. Hop. J'espère que tout le monde entend et voit bien. Hop. Normalement, on voit tout le monde. Clément, est-ce que tu entends ? Alors, est-ce que tout le monde nous entend ? Ouais, il y a un décalage. Il y a un décalage ? Hop. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'écouter seulement sur Discord. Ok. Et les autres nous voient et nous entendent. Ouais, là, ça devrait être en direct. On devrait être. Il devrait pas y avoir de décalage là. Ouais. Bah, on laisse les gens dans le chat dire s'ils nous entendent bien. Est-ce que ce texte qui est affiché depuis 10 minutes vous a régalé ? Est-ce que vous avez eu le temps de le lire ? Parce que sinon, on va avoir de gros problèmes pour le bac. Parce que si en 25 minutes, vous n'avez pas eu le temps de le lire, faut pas y aller. Ok. Je n'ai moi-même pas eu le temps de le lire. Hop, je vérifie, mais normalement tout est bon. Ok, donc on a 30 personnes qui sont là. Donc pour présenter rapidement le live, l'idée ça va être de reprendre à partir là de ce texte-là et d'autres, d'essayer de voir quelles sont les erreurs à éviter, les méthodes à suivre pour réussir le commentaire du bac. Alors plutôt série générale parce qu'on va voir comment trouver des enjeux, etc. Mais dans le détail, il y a plein de petites erreurs qu'en série générale ou technologique on fait. Et donc on va essayer d'aborder ces choses-là. D'abord en lisant une fois ce texte, je pense. Et ensuite, une fois que tout le monde l'aura donc bien en tête, je vais prendre une sélection de 3 copies qu'on fait des bonnes choses et des choses qui sont évitables, en tout cas des erreurs qui sont souvent faites et que vous pensez être de bonnes idées, qu'en fait n'en sont pas. Et on va voir comment bien se préparer. Et surtout, là, on n'est pas sans savoir que c'est dans 4 jours. Donc on va aussi... voilà, on va pas tout reprendre depuis le début. On va essayer de voir comment, à partir de vos bases, il y a moyen de faire quelque chose de quand même prometteur. Voilà pour ça. Et non, on va pas faire de dissertation. Pas de disserte. Je suis pas sûr qu'on puisse. Après, Clément, sur sa chaîne, a beaucoup travaillé la dissertation. Et donc ça peut être une bonne... Et sur mon serveur Discord aussi. Ouais. Si tu peux peut-être repartager le lien, si jamais. Ouais, je vais partager le lien. Alors, pour répondre déjà à la première question possible, d'apprendre le commentaire en 3 jours et avoir une bonne note, il faudrait me dire ce que ça veut dire apprendre le commentaire. Parce que l'avantage du commentaire, c'est qu'il n'y a rien à apprendre. Non, par contre, normalement, vous êtes entraîné pendant l'année. Et donc, ça va être plutôt de voir comment éviter certaines erreurs. Et en fait, là où c'est intéressant, déjà, un premier truc qu'on peut dire avant de lire le texte, quelque chose qui est beaucoup revenu, il y a beaucoup de mes élèves qui se sont retrouvés à être stressés parce qu'ils ne connaissaient pas bien les genres littéraires et ils ne connaissaient pas bien les mouvements littéraires. Et ça, pour moi, c'est un peu une fausse peur parce que, au contraire, je pense que plaquer des trucs de genre c'est un texte romantique, machin, sans chercher à lui donner du sens, c'est là où c'est une erreur. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt apprendre à regarder le texte pour ce qu'il est. Et en plus de ça, le texte qu'on a sous les yeux, il ne répond pas d'un genre particulier. Enfin, d'un genre, mais pas d'un mouvement particulier, en tout cas qui serait très vif. Et donc, on va plutôt essayer de voir qu'est-ce qu'on peut commenter d'un texte quand on l'a sous les yeux. Je te laisse lire le texte pour commencer. Ouais, je vais lire le texte. Et puis, ça nous donnera déjà un bon aperçu. Donc, c'est un texte d'Edmond et Jules de Goncourt qui s'appelle Germigny-Lacerteux et donc qui date de 1865. Servante à Paris, Germigny-Lacerteux, après sa journée de travail, profite de soirées de printemps pour se promener avec son ami Jupillon en banlieue. Devant les yeux, elle avait une foule bariolée, des blouses blanches, des tabliers bleus d'enfants qui couraient, un jeu de bagues qui tournait, des cafés, des débits de vin, des fritureries,
des jeux de macarons, des tirs à demi cachés dans un bouquet de verdure d'où s'élevaient des mâts aux flammes tricolores. Puis, au-delà, dans une vapeur, dans une brume bleuâtre, une ligne de têtes d'arbres dessinait une route. Sur la droite, elle apercevait Saint-Denis et le grand vaisseau de sa basilique. Sur la gauche, au-dessus d'une file de maisons qui s'effaçait, le disque de soleil, se couchant sur Saint-Ouen, était d'un feu de couleur cerise et laissait tomber dans le bas du ciel gris comme des colonnes rouges qui le portaient en tremblant. Souvent, le ballon d'un enfant qui jouait passait une seconde sur cet éblouissement. Il descendait, passait la porte, longeait les débits de saucissons de Lorraine, les marchands de gaufres, les cabarets en planches de tonnelles sans verdure et au bois encore blanc, où un pêle-mêle d'hommes, de femmes, d'enfants mangeaient des pommes de terre frites, des moules et des crevettes, et ils arrivaient au premier champ, à la première herbe vivante. Sur le bord de l'herbe, il y avait une voiture à bras chargée de pain d'épices et de pastilles de menthe, et une marchande de coco vendait à boire sur une table dans le sillon. Étrange campagne, où tout se mêlait, la fumée de la friture à la vapeur du soir, le bruit des palets d'un jeu de tonneaux au silence versé du ciel, l'odeur de la poudrette, la senteur des blés verts, la barrière à l'idylle et la foire à la nature. Germigny en jouissait pourtant. Et poussant Jupilon plus loin, marchant jusqu'au bord du chemin, elle se mettait à passer, en marchant, ses jambes dans les blés pour sentir sur ses bas leur fraîcheur et leur chatouillement. Quand il revenait, elle voulait remonter sur le talus. Il n'y avait plus de soleil. Le ciel était gris en bas, rose au milieu, bleuâtre en haut. Les horizons s'assombrissaient, les verdures se fonçaient, s'assourdissaient, les toits de zinc des cabarets prenaient des lumières de lune, des feux commençaient à piquer l'ombre, la foule devenait grisâtre, les bancs de linge devenaient bleus. Tout peu à peu s'effaçait, s'estompait, se perdait dans un reste mourant de jours sans couleur. Et de l'ombre qui s'épaississait commençait à monter, avec le tapage des crécelles, le bruit d'un peuple qui s'anime à la nuit, et du vin qui commence à chanter. Sur le talus, le haut des grandes herbes se balançait sous la brise qui les inclinait. Germigny se décida à partir. Elle revenait, toute remplie de la nuit tombante, s'abandonnant à l'incertaine vision des choses entrevues, passant les maisons sans lumière, revoyant tout sur son chemin, comme pâlie, lassée par la route dure à ses pieds, et contente d'être lasse, lente, fatiguée, défaillante à demi, et se trouvant bien. Au premier réverbère allumé de la route du château, elle tombait d'un rêve sur le pavé. Alors voilà pour ce texte. J'espère que tout le monde a pu l'entendre correctement. Et donc... Ouais, je pense qu'on t'a bien entendu. Par contre, parfois, je trouve qu'il est un peu petit. On pourrait zoomer peut-être sur la partie du texte qui nous intéresse. Tu vois. Ouais, tout à fait. Hop. Je sais pas si alors un peu trop grand. Oui, alors dans un premier temps, on va commencer comme ça et puis quand je mettrai les copies à côté, on pourra décaler. Et donc, ce texte-là, je vais juste encore un peu décaler. Ce texte-là, il est tombé en 2022. Voilà, comme vous voyez, baccalauréat technologique, session 2022. La différence des technologiques par rapport aux filières générales, mais ça tout le monde le sait, c'est qu'il y a des pistes de lecture qui sont données, globalement, pour la faire courte, des parties. Alors, déjà, parmi les gens, peut-être dans le chat, alors, pendant qu'on est en train d'en parler au début, est-ce que les gens pourraient dire si ce texte-là a l'air difficile ? Ça peut être une première piste déjà. Parce que, en fait, il y a toutes les raisons de penser que ce texte, il est à la fois difficile et en même temps, si on apprend à le regarder un peu correctement, il peut paraître très simple. Déjà, toi, est-ce que... D'un point de vue personnel, moi je trouve que c'est un texte assez compliqué à donner à des élèves, Et pas seulement les débits de saucissons de Lorraine et les marchands de gaufres qui me font dire ça, mais en fait il va être compliqué, je pense, parce que j'en dis déjà un peu quelque chose, mais en fait il est descriptif et hyper foisonnant. Je trouve qu'il y a une quantité de choses difficiles à catégoriser, tu vois. Non seulement il faut séparer, je pense, ce qu'il se passe, c'est-à-dire la partie de récit, parce qu'il y en a un peu, et ce qui est décrit, qui fait quand même le cœur, peut-être le plus gros du texte.
Mm. Et ça, c'est pas si simple à manœuvrer, je pense, pour des élèves. Donc, je trouve que c'est un texte assez chaud, assez difficile à analyser, ouais. Ouais, et le chat est assez d'accord avec toi. Et je pense qu'en fait, c'est une très bonne leçon pour ça, de se dire, si c'est un texte qui paraît difficile comme ça, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis même à des technos qui, traditionnellement, sont un peu moins à l'aise avec ces questions-là. Et en fait, je pense que c'est l'occasion d'aborder un réflexe. Alors, c'est un peu tard pour avoir un bon réflexe pour le bac, mais par contre, euh, quand un texte a l'air difficile, limite, ça nous oblige à le regarder simplement. Et en fait, si on se dit, il faut que j'arrive à trouver les subtilités du texte, bah forcément, ça va nous mettre face à un truc hyper compliqué, quoi. Si on essaye d'aller trouver les procédés un peu spéciaux, en fait, l'espèce de profondeur géniale du texte, bah, on va pas y arriver. Donc, on est un peu obligé d'aller chercher la simplicité. Et je pense que à partir de la simplicité, si on se met en tête qu'on va pas aller chercher des trucs hyper compliqués, si on va du côté de la simplicité, et ben progressivement on va réussir à atteindre des trucs un peu plus charnus. Mais, et ça c'est pour le coup une règle de manière générale, on parlait de méthode tout à l'heure, ne jamais chercher à faire compliqué avant d'avoir cherché à faire simple. Ouais. Ça c'est vraiment une règle, mais qui est essentielle, et ça permet aussi d'aborder un autre truc que j'ai beaucoup croisé. Ne cherchez pas à impressionner votre jury. Parce que si vous cherchez à impressionner votre jury, dans votre tête, vous allez vous dire, il faut que j'utilise des mots compliqués, il faut que j'utilise des trucs un peu, voilà, comme j'ai appris en cours, je me souviens qu'il y a des procédés et tout. Et alors là, vous allez vous planter parce que vous n'allez pas utiliser les bons procédés, parce que vous allez vous retrouver un peu en galère, etc. Donc, la règle, et d'ailleurs, je pense même que je vais nous mettre un peu de texte, parce que ça vaudra pour tout le temps, parce que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est le vieux Boileau. Tu prends des notes? Non. Ou... Je vais citer Boileau. Parce que... Pendant ce temps, moi, je peux te donner un conseil. Vas-y. Je peux te donner un conseil, c'est... souvent, vous avez un rapport aux commentaires de texte qui est enseigné par plein de profs et qu'on voit dans plein de manuels, qui est procédé par grille de lecture. Pourquoi pas on fait des grilles de lecture qui s'appliquent, en particulier au récit, certains au théâtre, certains à la poésie. Et en fait, moi, j'ai jamais fait de commentaires comme ça, et je conseille aux élèves, et ils y arrivent, de faire des commentaires qui ne partent pas de ces grilles de lecture, mais qui partent de ce qu'on ressent du texte, de ce qu'on voit et de ce qu'on comprend. Et ensuite, on regarde ce qui, dans le texte, nous a fait ressentir cette émotion, ou nous a fait comprendre telle ou telle chose. Par exemple, sur ce texte, la confusion de tous les éléments qui sont décrits là, avec les pains d'épices, les cocos, les gaufres, les cabarets, etc. Je vois déjà une sous-partie qui pourrait être justement une profusion d'éléments décrits qui font un effet de marché, quoi. On est en train de visiter un lieu où il y a énormément de choses différentes, de nature différentes, des choses qui se mangent, notamment des moules, des crevettes, des pommes de terre frites, etc. Et je pense que déjà cette profusion d'éléments comestibles, pas tous sont comestibles, mais beaucoup, peut faire l'objet d'une sous-partie. Et puis ensuite, on voit que au début de chaque paragraphe, on a des personnes, ils, qui parcourent cela. Et si j'ai bien compris, ils sont deux. Je découvre le texte en fait. Hein. Ouais. Mais si j'ai bien compris, ils sont deux. Et c'est peut-être un couple, en tout cas on peut se poser la question, dont Germini. Et probablement que dans cette promenade, il se joue quelque chose entre eux deux. Je ne sais pas encore si c'est quelque chose d'amoureux, mais il y a peut-être une relation à voir dans cette promenade où ils ont plein de choses sous les yeux et sous leur nez aussi, parce qu'il y a beaucoup d'odeurs également. Ouais. Alors, voilà. Justement, on va voir qu'il y a plein de choses, mais le truc très vrai que tu dis, c'est qu'il faut partir de ce qu'on connaît. Ça, c'est Ouais. Je suis en train de galérer un peu, mais je vais y arriver. Il y a quelqu'un dans le chat qui avait pré-shot. Bah, c'est à croire que je l'ai dit toute l'année. Hein. À croire que je l'ai dit toute l'année. Hop, on va se mettre ça comme ça. Et en gros, l'idée... Bon, alors je suis pas sûr qu'on voit très bien, mais au moins... Si on voit, on voit. Hop, voilà, on voit bien, je pense. L'idée derrière ça, c'est ce que tu as dit, hein, c'est de regarder ce qu'on connaît.
Et de partir, de toute façon, il vaut mieux parler d'un truc qu'on connaît, même si on se trompe un peu derrière, que de partir d'un truc qu'on connaît pas, en essayant d'inventer quelque chose de nouveau. Donc, à partir de ce moment-là, il faut regarder le texte pour ce qu'il est. Et justement, tu as dit, il y a de la nourriture. Bon, voilà, il y a de la nourriture. Qu'est-ce qu'on imagine derrière la nourriture? Bon, il y a un côté plaisant. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a un genre de plaisir dans la friture, dans les trucs comme ça. Il y a des choses qui se passent. Et surtout, encore une fois, j'insiste là-dessus, avant d'aller chercher le compliqué, regardez le simple. Et le simple, c'est quoi? C'est déjà, on a un truc qui est devant les yeux. Bon, ça veut dire qu'on va nous parler d'une vision. On va nous parler de devant les yeux. Et surtout, ce qui vient derrière, c'est ce que voit Germini. Donc déjà, rien que ça veut dire quelque chose. Et autre chose... Le point de vue, là, c'est clairement Germini, Ouais. Et donc, il y a des choses qui jouent là-dedans. Par exemple, ici, il y a un côté géographique. Il y a un déplacement. Elle va d'un endroit à un autre. Bon, voilà. Ça, on peut en faire quelque chose. Elle va c'est le fameux où, quand, quoi, comment, en fait, qu'on utilise très souvent. Le où, quand, quoi, comment, là, c'est où, on nous l'a dit au début, il y a Paris, il y a la banlieue, et c'est après sa journée de travail. Donc, elle est déjà, on peut dire ce qu'elle fait. Elle n'est pas en train de travailler. Bon, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être en train de travailler? Ça veut dire qu'elle est du coup plutôt du côté du loisir. On a au moins ça. Ou en tout cas, elle rentre chez elle. Ça veut dire qu'il y a un déplacement. Qu'est-ce qu'elle voit pendant ce déplacement-là? Est-ce qu'elle s'arrête, etc. Donc, déjà, avant d'aller se prendre la tête, il faut regarder ce qu'on a. Et ensuite, tu l'as dit, une fois qu'on a fait ce premier travail-là, on se retrouve avec quoi? Avec... beaucoup d'énumération. Donc elle voit. Tout à l'heure, je me suis concentré sur des choses du deuxième paragraphe, mais dans le premier paragraphe, on se rend compte que, si je me trompe pas, il y a plus d'éléments citadins, des toponymes, c'est-à-dire des noms de lieux, Saint-Denis, Saint-Ouen, il y a la basilique, et des cafés aussi, donc des choses très citadins. Je me demande si elle s'éloigne pas de la ville, peu à peu, parce que à la fin, il y a de la verdure. Ouais, et effectivement, et surtout, il y a un moment, elle passe une porte. Passer la porte, il y a marqué dans les notes de bas de page, c'est la barrière qui signale la limite de la ville de Paris. En fait, ce texte, ce sera aussi un très bon texte d'oral parce que on analyse dans l'ordre du texte linéaire, il est très intéressant parce que elle passe globalement de la ville à la campagne. Alors campagne un peu étrange parce que c'est la banlieue, quoi. Mais à cette époque-là, la banlieue, c'était quand même beaucoup plus la campagne qu'aujourd'hui. Et donc, avant d'aller... qu'est-ce qu'on constate à regarder ce texte-là? C'est un texte avec quelqu'un qui rentre de chez soi et qui va de Paris où elle est servante, donc a priori une condition qui n'est pas hyper agréable, à la banlieue où là, elle n'est plus en train de travailler, elle est en train de se détendre. Ou en tout cas, elle est en train de rentrer chez elle, elle est du côté d'un travail qui est... elle n'est plus du côté du travail. Voilà. Et donc, en fait, on voit le monde à travers son état d'esprit, finalement. Et déjà, rien que ça, normalement, ça nous fait aller regarder certaines choses. Ça nous fait aller regarder si elle est en train de rentrer chez elle, quelles sont les impressions qu'elle a. Est-ce que ce qu'elle voit est plutôt triste ou plutôt joyeux? Et alors, comment on fait pour savoir si un truc il est triste ou joyeux? Vous voyez Autrement dit, pathétique ou élogieux. Pour déjà penser à des termes littéraires, peut-être. Ouais, triste ou joyeux, pathétique ou... Encore là, alors là, effectivement, je ne sais pas si tout le monde part du même point, mais si jamais on n'est pas sûr de bien maîtriser ce que est pathétique, élogieux, il vaut mieux dire triste. C'est vrai, simplifier les choses. Un correcteur qui voit triste et qui le voit bien justifié derrière, il va se dire oui, ok, c'est bon. On aurait aimé pathétique, c'est vrai. Mais il vaut mieux ça plutôt ça le dérange pas, d'utiliser le registre pathétique partout sans qu'on sache ce que ça veut dire. Parce que si jamais vous avez un doute, ça se voit quand vous maîtrisez pas un mot. Vraiment, ça se voit. Donc, évitez. Et faites ce que vous faites bien, en fait, parce que souvent, vous le dites bien. Donc, là, ici, on voit qu'il y a plusieurs descriptions. Et à partir de ce moment-là, ces descriptions-là, elles nous permettent de voir le monde tel que le voit Germini. Et alors, je m'arrête juste là-dessus, donc il faut juste aller au bout de l'idée.
évidemment aller au bout de l'idée. Vraiment. Mais même, je vais prendre un exemple tout bête. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'on va commencer à aborder un peu les copies. les copies, parce que sinon, déjà, Ouais. le live va durer 8 ans. Mm. Au niveau des copies, justement, il y en a une qui m'a très bien fait. Parce qu'on va corriger des copies. Hein. Je sais pas si on vous l'a dit. Ouais, alors. Hop. Donc là. Corriger, je sais pas en entier, mais en tout cas, on va commenter des copies. Ouais, on va commenter des copies. On les a déjà corrigées, en fait. Hein. Elles sont déjà corrigées, elles n'ont pas compté pour le conseil de classe qui est terminé depuis longtemps. Et j'ai même pas mis de notes, pour des raisons... J'aime pas les notes. Hop. Alors, je sais pas si on va bien voir. Dans le pire des cas, je zoomerai sur les points importants, mais c'est intéressant qu'on ait tout en entier. Ok. Donc, ici... alors, hop, je vais essayer d'en charger une. Bon, là, on va passer assez vite sur l'intro quand même. Alors, je sais pas si... Voilà. Là, ici, on a l'élève qui a mis, dans un premier temps, nous verrons une description vivante et réaliste de la ville. Ok. Et il y a une explosion de couleurs et de vie. Bon, bah, concrètement, qu'est-ce qu'elle vient citer ici ? L'énumération qu'on voit et le champ lexical de la fête. Bah, des fois, c'est pas plus compliqué c'est bien que ça. Vu. En fait, quand on vous demande, en général, quand vous lisez un texte comme ça, vous ressortez de là en vous disant « j'ai rien compris ». C'est normal, il y a de la panique, etc. Bon, vous avez 4 heures avec ce texte-là, donc a priori, vous avez un peu compris des trucs. Vous avez compris qu'il s'agit d'une femme. On vous dit en plus de façon certaine qu'elle est servante à Paris. Ok, donc vous imaginez à peu près quel type de personnage c'est. Et à partir de là, vous dites, bon, bah, elle arrive dans un endroit. Et là, vous voyez plein de mots. Vous arrivez à voir que c'est une énumération parce que bah, ça se voit que c'est une énumération, parce que vous avez une liste de plein de choses. Et à partir de là, vous êtes en mesure de vous dire, ben, c'est une liste de plein de choses. C'est une liste de quoi ? Est-ce que c'est une liste de matériel de cuisine ? Est-ce que c'est une liste de bricolage ? Est-ce que c'est... Voilà. Et bien là, vous regardez et donc vous dites, effectivement, full bariolé, jeu, macaron. Bon, c'est le champ lexical de la fête. Donc, elle traverse... Ça a l'air plutôt joyeux. Une fête. Ouais. Et effectivement, c'est joyeux. Et en plus de ça, c'est d'autant plus joyeux que plus tard, on voit qu'il y a un truc qui est un peu moins joyeux. Donc, elle est capable de dire des trucs joyeux et de dire des trucs pas joyeux. Donc, au moins, on se dit, ok, bah, j'ai des choses plutôt positives et des choses plutôt négatives. Des choses plutôt sympas et des choses plutôt tristes. Et ça va pas plus loin. C'est vrai qu'à la fin, on peut repérer à la fin que la foule devenait grisâtre, ligne 27, que peu à peu tout s'effaçait, s'estompait juste après. Ouais. Y a de l'ombre qui s'épaissit juste après. Donc en effet, la fin devient inquiétante. Il y a la nuit qui tombe. On peut voir, ouais. Et d'ailleurs, le déroulement du texte. On pourra voir. Là, on n'a pas abordé la question profonde du texte et on peut voir qu'on peut donner beaucoup de profondeur à un texte même basique comme ça. Mais déjà, on commence par dire ce qui est basique. Et là, si on prend l'exemple, eh ben, dire que c'est une fête, que la ville, elle est colorée, etc., eh ben, ça prend une sous-partie. Déjà, on a une sous-partie. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où on a... on considère qu'il faut faire au moins 6 sous-parties dans un texte pour un commentaire. Bon, bah, on a 1 sur 6 qui est fait. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il parlerait directement de la synesthésie, mais voilà. Lui, c'est un crack. Ben, c'est surtout que moi, j'aurais même tendance à dire c'est pas une bonne chose de commencer par parler de la synesthésie. À moins d'avoir des idées encore plus pertinentes derrière, on met pas le banger au début. Gardez vos cartouches, vos meilleures cartouches pour la suite quand même. Sinon, on se retrouve dans une situation où on est en complexité. Et donc, ça me donne l'occasion de faire une très bonne recommandation. Si vous savez maîtriser la synesthésie, si vous savez maîtriser la prosopopée, c'est très bien et ce sera apprécié. Mais par contre, si vous faites une erreur là-dessus, si vous n'êtes pas sûr à 100% et que vous faites une erreur, ça pardonne pas. Ouais. Parce que d'un coup, on voit le scam et on se dit, bon, bah en fait, la personne ne sait pas ce qu'elle dit. Ça fait pédant pour rien. Voilà. Donc soyez sûr de vous quand vous sortez des grands mots, des grands noms des termes de figures de style comme ça. Hein. Voilà, je préfère quelque chose comme, si je suis pas sûr de maîtriser, je préfère quelque chose comme un mélange d'essence, une confusion d'essence, plutôt que synesthésie. Ouais. Et pareil pour prosopopée, si on est sur le côté d'une description flamboyante ou d'une description qui est
Et d'ailleurs, très on peut en pertinente. profiter. Désolé, on peut en profiter pour débunk deux choses. Euh, l'importance, l'importance d'apprendre les figures de style. Vous pouvez vous en sortir très très bien en connaissant 6 ou 7 figures de style. Dont Et, la comparaison. ouais, oui, les plus simples. Voilà. Après, ça dépend de la note que vous visez, évidemment. Peut-être que si vous visez au-dessus de 10, au-dessus de 16, vous allez devoir connaître 10, 12 figures de style, être capable de les repérer et de les commenter. Et aussi, autre chose à debunk, euh, connaître très bien ces mouvements littéraires. C'est pas la peine. Voilà. C'est pas très utile. C'est même Ouais. l'inverse. Alors, en tant que. Là, du coup, je peux parler en tant que correcteur. Euh, Ouais. En tant que correcteur, j'ai vu. Un des trucs que je déteste quand je vois une introduction qui commence en disant Victor Hugo, qui est un auteur romantique. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Mm. Donc, je suis très content pour lui, mais pourquoi est-ce que déjà les mouvements littéraires, ils n'ont pas commencé, enfin le mouvement littéraire très souvent, pas pour le romantisme, mais très souvent on le définit après. On dit Ouais. bon il rentre dans telle période. Mais donc eux à l'époque, ils se disent pas tiens je vais rentrer dans le mouvement littéraire. Ils se disent Oui. je veux faire parler mon propre esprit, ma propre manière de Exact. voir le monde. Donc il Ouais. faut commencer par simplement, enfin, il faut tout justifier. Et ça répond un peu à la question vaut mieux une amorce de merde ou juste parler de l'auteur. Votre introduction, vous n'êtes pas là pour vous en débarrasser. D'accord. Si on reprend là, l'introduction, déjà, elle a un but informel. Elle a un but juste. Est-ce que vous avez bien vu qu'on parlait. Enfin, je vais prendre un peu de recul. Votre commentaire, c'est un discours. Quand vous faites un discours, il faut qu'on sache de quoi vous parlez. Donc, on parle d'un texte. Ce texte, il a été écrit par qui, en quelle année, il parle de quoi, c'est quoi son titre. Et donc, on a ça. Une fois qu'on a fait ça, on a les informations principales. Si maintenant vous voulez rajouter des choses, il faut que ce soit pour analyser le texte en pertinence. Si par exemple, vous décidez de me parler de Victor Hugo, qui est un auteur romantique, il faut que ce soit pour derrière venir dire, dans ce texte, l'expression des sentiments font qu'il s'inscrit parfaitement dans le mouvement romantique. Puisque le mouvement romantique, c'est pour l'expression des sentiments, etc., l'exaltation de la personnalité et tout. Donc si vous le faites pour le mettre en rapport avec le texte, c'est utile. Si vous faites pour juste dire que vous avez bien appris vos mouvements littéraires, c'est très bien pour vous, mais ça n'est pas pertinent. Et donc ça n'a pas Ouais. sa place. Pour l'accroche, Max, qu'est-ce que tu penses de commencer par... Bon, déjà, là, il y a un petit défaut parce qu'il y a une répétition. Ce texte est un texte. Et que penses-tu des débuts en ce texte est ou ce passage est? Moi, je pense qu'il vaut mieux commencer directement, limite, si on n'a pas d'idée, par le titre. Ouais. Ouais, Germigny Lacerteux est un roman écrit en 1865 et écrit par Edmond et Jules de Goncourt. Ouais, c'est plus sobre, plus élégant. Factuel. Ouais. Après, bon, ça dépend effectivement, on ne sait jamais sur quel correcteur on va tomber, mais moi je vois ce texte, c'est un texte, je me dis bon ok c'est un peu nul, on aurait pu faire mieux, surtout qu'il y a des accroches un peu mieux, mais c'est pas sanctionnable pour moi, c'est pas un truc, c'est pas un red ça flag. Disqualifie pas, ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Donc, de manière générale, c'est indispensable de connaître les figures de style ou pas. Moi je dirais simplement, si vous maîtrisez, mais ça va paraître très bête dit comme ça, mais la comparaison, même le champ lexical, et que vous êtes capable de bien l'expliquer, déjà, ce sera quelque chose. Et je vais prendre ça tout bête. Hein. Vous savez tous repérer des comparaisons. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça qui prennent le temps de l'expliquer derrière. L'exemple que je prends souvent, c'est Je t'aime à l'égal de la voûte nocturne de Baudelaire. Je t'aime à l'égal de la voûte nocturne, on voit qu'il y a une comparaison à l'égal de la voûte nocturne. Ok. Bon, eh ben, il suffit pas de dire là ici il le compare à la voûte nocturne. Il faut dire pourquoi il le compare à la voûte nocturne et donc faire ce petit travail-là. Qu'est-ce que ça suggère? Et tout simplement, la voûte nocturne c'est quoi? C'est infini, donc il suggère que son amour est infini. Juste ça, on rentre même pas trop dans les détails. Donc je pense qu'il faut vraiment partir de la base simplement et après avancer et aller chercher des trucs plus pertinents. D'autant que parfois en allant regarder des subtilités dans le texte qui ne sont pas des procédés, c'est juste qu'est-ce qu'on a devant les yeux, ça permet d'aller plus loin. Par exemple, ça c'est un exemple que j'ai pris souvent avec les élèves, la question de la ponctuation, la question des adjectifs. Les adjectifs, est-ce qu'ils sont positifs, est-ce qu'ils sont négatifs? Tout ça, ça compte. Et aussi le mouvement du texte. On part d'où? On arrive où? Sur quoi est-ce que ça se finit, etc.
Voilà. Si vous voulez voir un très très beau commentaire, Max, Monsieur Hervaux ici présent, en a écrit un et il est sur mon serveur. Je sais pas si je t'ai dit, je l'ai publié sur mon serveur. Je t'avais envoyé le scan ou t'avais pris en photo? J'avais pris des photos. Je sais pas si c'est en très bonne qualité. Non, je suis venu chez toi par effraction. Ouais. J'ai pris des photos de ce que tu avais de plus précieux, ton commentaire. Et t'as laissé ma Et play. je les ai leak sur Internet. Attends, mais peut-être J'envoie Ouais, peut-être que tu peux le envoyer salon le sur lien. le serveur, c'est méthode commentaire, tout simplement. Et c'est tout en haut, vous scrollez tout en haut. Vous avez c'est un véritable braquage, 5 pages, 20 sur 20. Je sais 5 même. pages, c'est ça, hein, je crois qu'elle est courte la copie, 5 ou 6 pages. Ouais, non, même 4 pages. C'est une copie double. Ouais, 4 pages. C'est Ouais. une copie Et double. donc voilà, c'est juste pour donner un exemple. Ouais. Et c'est surtout pour montrer que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Hein. C'est une copie. Toi, tu dis que c'est 20 sur 20. Je sais pas combien ça vaudrait vraiment. Mais par contre, moi, je me retrouve avec une copie comme ça. Je me dis, au moins, c'est clair. Déjà, c'est clair. Ouais. Je vous rappelle que c'est Boileau qui nous dirige. Hein. Trop souvent, vous n'allez pas sur la clarté. Donc, peut-être que tu peux... Je sais pas si tu peux me le renvoyer, si tu as le fichier, comme ça, je le mets... Bah, le Ouais, problème, non, oui, non, ça va pas passer. c'est que je crois que j'ai que la première page sur le serveur et ensuite, faut que j'aille dans mon téléphone pour retrouver Ouais, non, pour retrouver le document. Écoute, Donc, je pense que dans le pire des cas, je le retrouverai, je le reposterai. Mais Ouais. voilà. Donc là, déjà, simplement sur le premier truc à aborder, dans votre première sous-partie, si vous êtes en panique là-dessus, essayez de faire juste le champ lexical. Et déjà, rien que ça va être un travail qui va vous permettre d'y voir plus clair. Ce qui permet d'aborder l'autre point. Là, on est déjà en train de voir la rédaction. Vous avez 4 heures d'épreuve. Vous passez 2 heures au brouillon. Rien que ça peut paraître bête. Mais 2 heures au brouillon, c'est ce qui va vous permettre de bâtir votre commentaire. Et en fait, les 2 heures qui vous restent, c'est 2 heures pendant lesquelles vous faites autre chose, à savoir de la rédaction. Donc, techniquement, vous débranchez votre cerveau réflexif les 2 dernières heures pour brancher votre cerveau grammatical et est-ce que je suis en train de bien former mes lettres. Ouais. Donc, il faut vraiment Voilà, donc votre commentaire, déjà, vous le construisez en 2 heures. En 2 heures, il est évident que vous n'allez pas dire les choses les plus géniales sur un texte. Il y a des gens qui sont capables de faire des thèses sur des passages. Donc, vous doutez bien que si des gens peuvent consacrer leur vie à une œuvre, vous, en 2 heures, vous n'allez pas réinventer la roue. Donc, vous allez simplement essayer de dire simplement ce que vous avez compris du texte avec votre cerveau. On ne vous demande pas de penser avec le cerveau de quelqu'un d'autre. Ok ? Donc déjà, ça, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit, avec mes armes, qu'est-ce que je suis capable de faire ? Eh ben, oui, parler du champ lexical. Oui, si je vois des comparaisons, si je vois l'atmosphère, si je vois qu'il y a une certaine ponctuation, si je vois qu'il y a des choses comme ça qui sont intéressantes, c'est comme ça que vous allez faire une espèce de bac à sable. Au début, vous mettez toutes vos idées qui vous viennent sur le texte, vous les mettez sur une feuille de brouillon, et sans chercher à du classement. Et ensuite, à partir de ce moment-là, vous allez chercher à les mettre en ordre. Là, je vois que c'est plutôt du côté du décor, là, plutôt du côté des sensations, voilà. Et progressivement, vous allez arriver à mettre un peu en ordre, et c'est ça qui va vous donner les axes, en fait. C'est souvent le problème des axes, des enjeux, c'est ce qui vous vient en premier, et c'est ce qui vous vient un peu en grattant. Voilà. Je sais pas si... Et ouais, en effet, l'intro de commentaire qui est sur Discord, c'est pas sur ce texte, hein, c'est sur un autre texte. Mais sur la méthode, c'est carré. Sur la méthode de l'intro, sur la clarté, c'est très solide. Voilà. Je sais pas si j'ai si j'ai la correction de ça, je l'ai peut-être de ça, mais c'est pas le plus important parce que franchement, ce qui compte, c'est vraiment d'être juste clair. Je sais pas si tu as des trucs à ajouter sur la méthode, on va dire un peu générale, comment aborder ces trucs-là.
On peut peut-être jeter un œil à la copie, à celle-là ou à Ouais, d'autres. Comme ça, on aura d'autres commentaires à faire, des petits points importants, ouais, je suis d'accord. des conseils. Ok, et donc dans cette copie-là, on va aller du côté ici. Donc là, vous voyez, j'ai mis bien parce que juste le champ lexical bien mis, ça me suffit, hein. Et là, alors oui, là on aborde un point un peu plus, alors qui n'est pas du tout problématique, mais qui est intéressant à relever ici. En général, on cite pas très bien. C'est pas rare que vous vous retrouviez à citer pendant très longtemps un bout de texte et en fait vous en parlez pas. Vous allez vous retrouver à dire en effet on voit que et 2 points et là vous citez pendant 5 lignes et vous commentez rien. Là ici on a eu plutôt le problème inverse, c'est que l'élève avait pas mal à commenter, mais là ici donc je lis, dans ce texte nous avons aussi une perception poétique et sensorielle qui peut toucher le lecteur. À la ligne 24, le ciel en haut, on voit une gradation avec la variation des différentes teintes. Ce qui est dit est vrai, mais la citation ici elle n'est pas suffisante puisqu'il y a une interruption qui a été faite, le ciel, 3 petits points en haut. Si vous citez une gradation ou une énumération, c'est logique de tout noter, en tout cas de noter une bonne partie. Parce que ce que vous cherchez à commenter, c'est l'énumération ou la gradation. Donc il faut qu'on puisse se rendre compte en tant que lecteur, sans avoir forcément à se référer au texte. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, sur comment citer. Il y a plein de manières de citer, mais trouvez votre manière de base et parfois faites des toutes petites variations. Mais en général, là, la manière dont c'est fait, ça me paraît plutôt bien fait, hein. Voilà. À la ligne 24, virgule, le ciel en haut, on voit une gradation. Ça me paraît correct. Ouais. Alors, je me permets du coup, à partir de là, je colle juste. Donc, j'ai retrouvé le commentaire, enfin la correction. Alors, oui, non. Donc, si l'énumération est vraiment longue, est-ce qu'on doit la réécrire? Non, mais par contre, il faut en écrire suffisamment pour qu'on puisse se rendre compte de ce qu'il y a derrière l'énumération. Il faut qu'il y ait au moins 3 éléments, non? Parce que sinon, c'est pas une énumération. Oui, c'est ça. Et il faut qu'on puisse se rendre compte de ce moment-là. Simplement là, pour le premier point, une scène vivante et festive, ici je trouve ça intéressant parce qu'il y a 2 choses qui sont mises. Dans la correction, j'ai mis la description qui ouvre le texte offre un nombre riche d'éléments qui permettent au lecteur de se faire une idée précise du décor dans lequel évolue Germigny. Ce champ lexical de la fête foraine participe d'une ekphrasis qui plonge le lecteur dans une atmosphère vivante où ils peuvent quasiment ressentir l'excitation et la diversité de la foule. Ici, le mot d'ekphrasis, on peut s'en passer. Ouais. Complètement. Ça veut dire une description. Vous pouvez mettre une description. Si voilà. Vous voulez. Et même ce champ lexical de la fête foraine permet de plonger les lecteurs dans une atmosphère vivante. Ouais. C'est tout simple. Donc là, j'avais mis les deux, mais ce qui est important, c'est surtout d'avoir parlé du champ lexical. Voilà pour ça. Toujours dans cette copie, voilà, là ici on a un truc que je trouve un peu intéressant. Le paysage... Hop. Oui, c'est bon. Le paysage semble être vu à travers une dimension de rêve. Alors là, vous voyez que la syntaxe, elle n'est pas très bonne, mais encore une fois, c'est pas si grave si derrière on a quelque chose de solide. Le paysage semble être vu à travers une dimension de rêve, traduisant son besoin de s'évader. Et alors là, on commence à rentrer un peu dans la complexité du texte, qui n'est pas si complexe. Qu'est-ce qu'on nous a dit tout au début? Et ça, souvenez-vous, vous avez toujours à vous référer au chapeau qui vous donne des informations objectives du texte. Le chapeau, c'est vraiment le jury qui vous dit comment regarder le texte sans vous tromper. Okay, là, tout au début, on nous dit « Servante à Paris, Germigny Lacerteau, après une journée de travail, profite des soirées de printemps pour se promener avec son ami Jupilon. » Okay, donc, là, tout simplement, ce qu'il faut qu'on considère, c'est que Germigny, elle a fini sa journée de boulot. Vous-même, quand vous sortez du lycée, le premier truc que vous faites, c'est pas de travailler. Ou plutôt, si vous avez la possibilité de faire autre chose que travailler, normalement, vous le faites. Et bien là, Germigny, elle a ça. Ok ?
Donc, ici, ce qu'il faut être capable de regarder, c'est que Germini, elle a fini ses journées de boulot et elle se détend. Et donc, à partir de là, on se retrouve à faire une analyse où on imagine quel est le quotidien, quelle est sa vision, etc. Et donc, le fait qu'elle ait besoin de s'évader, ça correspond à cette atmosphère plutôt festive. Elle traverse une fête et en même temps, elle a envie de se détendre. Donc, prenez en compte aussi le contexte dans lequel vous êtes. On viendra sur le texte après, mais justement, n'allez pas trop vite. C'est intéressant qu'on me pose la question de quel plan on pourrait proposer pour ce texte. Très souvent, donc rappel, vous construisez votre plan en 2 heures. Très souvent, vous voulez aller tout de suite sur le plan. En fait, vous faites dans votre travail de brouillon un peu l'inverse de ce que vous allez faire à l'écrit. Okay, puisque au brouillon, vous commencez à bâtir votre truc et en fait, vous arrivez à la fin à un plan précis, bien ordonné, etc. Alors qu'en introduction, vous commencez par ce plan-là. Donc, il faut avoir en compte le fait qu'il faut être clair dans votre tête avant d'annoncer ce que vous allez faire. Et donc, pour ça, ne pensez pas à un plan tout de suite. Pensez juste à qu'est-ce que je vois. Vraiment, c'est essentiel de voir ça. Ok ? Donc là, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on a vu sur le texte ? On a vu qu'il y avait des choses festives, on a vu qu'il y avait un déplacement de Paris vers la banlieue, qu'il y a quelqu'un qui a fini son travail, et on voit que on se retrouve avec une description plutôt joyeuse d'un paysage. Ok ? Donc, à ce stade-là, on a ça. Et ensuite, effectivement, on avance un peu, elle nous dit dans un second temps, la nature est idéalisée, elle paraît presque irréelle. Là, c'est assez intéressant, puisque ce qui semblait être quelque chose d'assez réaliste se révèle, en tout cas aux yeux de l'élève, se révèle plutôt surprenant. Vous voyez qu'ici, j'ai commencé par pas être d'accord avec elle, quand j'ai lu. Quand j'ai lu, il y avait la sensation d'un mode hors du temps, avec la description floue de la campagne à la ligne 17, étrange campagne où tout se mêlait, on ne sait plus si Germini rêve ou si elle observe vraiment. Alors moi j'avais lu le texte et je me suis dit, bon, là, est-ce qu'on se trompe pas un peu ? J'ai l'impression que c'est assez évident que ça reste réaliste. Mais, encore une fois, c'est pas vos idées qui importent, c'est la démonstration des idées. Avec l'adjectif étrange et l'opposition inattendue des éléments, la campagne devient un espace dans ses pensées, une projection de son besoin de s'évader. Eh bien, la démonstration est efficace et donc me permet d'adhérer à une proposition qui était un peu surprenante. Donc dites-vous bien qu'il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a que des mauvaises démonstrations. De la même manière qu'il n'y a pas de bonnes idées s'il n'y a pas de bonnes démonstrations. Donc si vous me citez l'ekphrasis et que vous me citez des polyptotes, etc., et que vous ne le prouvez pas derrière, c'est aussi pertinent. Ça n'a aucune valeur. Voilà. Donc, et ça ne sert vraiment à rien. Donc, ce qui compte, c'est votre idée. Qu'elle soit simple ou non, on s'en fiche. Et la démonstration de cette idée. Et il n'y a que bonnes démonstrations ou mauvaises démonstrations. Enfin, ou démonstrations peu convaincantes, etc. Mais il n'y a pas d'idée bonne en soi. On ne s'est pas trop arrêté sur la problématique. Moi, j'ai tendance à dire aux élèves qui galèrent, qui ont du mal à formuler leurs problématiques, de la formuler de la manière suivante. Comment insérer ici procédé littéraire général dans le texte, produit utile, insérer ici effet général du texte. Donc je reprends. Comment procédé littéraire mène-t-il à effet littéraire, genre effet sur le lecteur. Je vous le note dans le chat. Ça, c'est la base, et ensuite vous pouvez affiner. Je vous le note dans le chat, sera peut-être plus clair. Mais là où c'est intéressant, c'est que là, depuis le début, normalement, le chat est capable de nous dire quel est le procédé littéraire qui revient le plus. Si on n'a pas à mettre en avant, si vous essayez de nous dire ce qui revient le plus dans ce texte, normalement, il y a quelque chose qui revient. Alors, il y a les énumérations, mais les énumérations, elles sont dans un processus plus général. Nassim, il a ses lunettes, il peut pas lire. T'as tes lunettes Ralph Lauren, Nassim? Ah non, t'as pas tes lunettes. Donc, normalement, ce qui ressort de ça à travers l'énumération, c'est simplement une description. Très bien.
Voilà. Donc là, ici, comment la description, tout simplement, d'un déplacement, d'une sortie, d'une soirée, et derrière permet, et puis on va voir ce que ça permet. Mais pour l'instant, en tout cas, on a quelque chose qui est présent. Ok. Donc, on a ça, et puis en plus, on sait qu'on a la banlieue. Donc, on a Paris et la campagne, et c'est les deux en même temps. Ok. Alors, je vois qu'il est question d'épanotose. A priori, ce serait épanortose. Pareil que aposiopèse. Et là, on est vraiment dans une énumération de termes qui selon pas beaucoup de sens. C'est la première fois que je vois des trolls à base de figures de style super niche en plus. Donc, c'est la première fois que je vois ça. C'est beau. Cela dit, après, à un niveau universitaire, il y en a qui font des carrières là-dessus. Hein. Mais c'est pas ce qu'on demande au bac, en tout cas. Ouais. Donc là, ici, on sait qu'on va devoir gérer quelque chose avec une description. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est effectivement c'est un trajet de cette Germinie qui, d'habitude, travaille et qui, là, ne travaille pas parce qu'elle a fini. Et donc, si on avance un petit peu, là, vous voyez qu'il y a une petite erreur. De plus, la perception de la nature se teinte d'irréalité. Alors, non, j'ai peut-être un peu trop, voilà. La perception de la nature se teinte d'irréalité à mesure que la nuit tombe. Le bruit d'un peuple qui s'anime la nuit, cette personnification du bruit permet de rendre le décor vivant, presque animé par une force magique. Là, pour le coup, il y a de la surinterprétation. Le bruit, il vient d'où ? Il vient d'un peuple. C'est le peuple qui fait du bruit. Donc, là, normalement, on n'a pas trop à se poser de questions. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait un contresens. En revanche, la frontière entre le rêve et la réalité s'efface de plus en plus. Et puis, effectivement, ça finit par un réveil, avec le retour à la réalité. Ouais. Ok. Dans cette copie-là, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, on va le citer là, le texte se clôt sur un retour brutal en ville de la protagoniste. La métaphore à la dernière phrase du texte montre une chute qui semble être brutale. Elle tombait d'un rêve sur le pavé. La fin marque alors le contraste entre la dureté du réel ainsi que le rêve du début du texte. Là, effectivement, là, on est complètement dedans. Si on compare les grandes énumérations, et là, on va revenir à quelque chose aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question de la description et de la ponctuation. Qu'est-ce qu'on constate à regarder ce texte-là comme ça? On voit qu'il y a des blocs. Visuellement, on voit qu'il y a 4 blocs. Ouais, ça vous aide énormément, ça. Donc on se dit, ok, il y a des ensembles. Pourquoi est-ce que les auteurs, ils ont décidé de passer à la ligne d'après? Ok. Donc, on voit tout ça, on se dit, est-ce que c'est justifié de mettre ces ensembles-là ensemble? Donc, on a une première énumération, une deuxième, on en a une troisième. Et là, dernière phrase, c'est un tout petit paragraphe. Ouais. Donc, ça doit avoir du sens d'avoir mis un tout petit paragraphe. Et effectivement, si on reprend la copie de l'élève où on avait l'idée du rêve, le rêve, il est plutôt ici. Il est plutôt avec justement cette herbe vivante, le bord de l'herbe, la voiture à bras, l'étrange campagne, il y a la fumée de la friture, bref, il y a même des points d'exclamation, il y a un côté vraiment plaisant. Elle va même dans la nature, elle laisse le blé chatouiller ses jambes, etc. Donc si vous avez fait un peu de Rimbaud, vous savez bien que ce sont des sensations plutôt agréables. Et là, on a une phrase qui est presque cruelle à la fin. Elle tombait d'un rêve sur le pavé. Là, il y a une chute qui est presque la chute originelle, Adam et Ève, qui se retrouvent sur Terre, quoi. Donc ça, c'est une analyse qu'on pourrait faire juste à partir de la longueur des paragraphes. Donc vraiment, quand on dit qu'il n'y a rien à analyser dans un texte, c'est se méprendre. Il y a tout à analyser. Donc, ça, c'était pour cette copie que je voulais mettre en avant. Il y a une autre copie qui m'intéresse. Alors, je vais essayer de la montrer. Je ne sais pas si tu as d'autres trucs à dire sur cette copie ou sur... elle m'a l'air bien. Je pense pas qu'on l'ait vue en entier, mais elle m'a l'air plutôt bien construite, bien organisée. Et franchement, il y a beaucoup d'éléments qui sont assez bien faits. J'aime beaucoup les alinéas, j'aime beaucoup la présentation de la copie. Franchement, je dis pas ça pour plaisanter, hein, même si la graphie est pas terrible, en fait, elle est quand même plutôt agréable à lire, je trouve. Ouais. Et même,
elle est quand même assez claire. Hein, tu vois, il y a aucun moment où on s'arrête en se disant mais qu'est-ce que l'élève a voulu dire. Ouais. Ça, c'est bien On aussi. voit bien qu'en termes d'impression globale, etc. Enfin, il n'y a pas une volonté de faire de l'esbrouf, de venir de venir montrer qu'on sait faire des commentaires. Il y a juste la volonté de dire ce qu'on a compris du texte. Donc, soyez humble aussi dans votre commentaire. Et tu as bien fait d'accentuer là-dessus. Il y a des alinéas à chaque fois. Il y a plusieurs lignes de sauter quand on passe de l'intro aux parties, de partie à la partie suivante et de la partie suivante à la conclusion. Et tout simplement, c'est de la clarté. Quand on dit ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, ça vaut aussi pour la représentation graphique. Votre correcteur, il va regarder votre copie, comme je le fais là, sur un ordi, hein, parce qu'il n'y a plus de copie en physique. Il va regarder votre copie et il va voir immédiatement au premier coup d'œil, est-ce que la personne, c'est clair au moins visuellement. Donc à partir de là, on a déjà une première attention au correcteur qui est de lui dire, je ne vais pas tout te mettre d'un bloc en te laissant faire. Il va falloir un petit peu se mettre en... être clair. Et donc là, tout de suite, on identifie qu'il y a quoi ? Eh ben, il y a 2 sous-parties dans la première partie et qu'il y en a 3 dans la deuxième. Ouais. Et voilà. On est guidé. Hein. Et ça, c'est une copie qui a l'air plutôt solide. C'est sûr que vous avez plus de la moyenne avec ça. Et en fonction du contenu, parce que la méthode est bien maîtrisée, en fonction du contenu, vous pouvez espérer d'aller jusqu'à 15 ou quelque chose comme ça assez facilement. Hein. Voire, je trouverais que en dessous de 12, ce serait dur. Ce serait mal noté, ce serait sévère, ouais. Alors après, il faut toujours s'attendre à avoir ce genre de choses. Mais à partir de là, ce qu'on peut simplement analyser, c'est dans la conclusion. Votre conclusion, vous n'inventez rien. D'accord ? Vous n'inventez rien en conclusion, vous résumez simplement votre devoir. C'est la table des matières, globalement. Vous avez dit, en gros, vous avez annoncé votre plan en disant on va voir ça, ça et ça. Et en conclusion, vous dites on a donc vu ça en détaillant un petit peu, puis ça en détaillant un petit peu, puis ça en détaillant un petit peu. Ok ? C'est quoi juste le grand 3 de l'élève pour voir ? Alors, peut-être que il y a eu la sautée des lignes. Donc, dans un dernier temps, nous verrons un retour à la réalité brutale. Ouais. Voilà. Le problème, je dirais, c'est que c'est très chronologique, non, comme manière d'aborder le texte. Ouais. Alors, c'est linéaire. Techniquement, au bac, même si on vous dit de faire un commentaire composé, on a le droit de faire du linéaire. C'est pas sanctionné. Voilà. C'est pas recommandé, mais c'est pas sanctionné. Après, encore une fois, hein, on est noté par un seul correcteur. Il a le droit d'être un sale con et de dire que pour lui, ses commentaires composés pas autrement, et il va enlever 1 ou 2 points parce que pour lui, c'est comme ça. On n'est pas à l'abri de ça. Il faut voir aussi en ce qui concerne cette copie, il faut voir si elle s'attache juste sur la chute brutale, c'est-à-dire littéralement la dernière ligne, les 2 dernières lignes, ou si elle revient sur le contraste entre le début et la fin. Ça pourrait être un peu plus subtil. C'est justement ce qu'on avait ici. La fin marque alors le contraste entre la dureté du réel ainsi que le rêve du début du texte. Ah oui, pardon, je n'étais pas attentif. Mais en fait, oui, c'est très bien. J'adore. Ouais. Je vois juste dans le chat, l'intro est censée être vague. Non, elle annonce. Non. Elle n'est pas vague, elle est prometteuse. On verra qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Mais vos idées doivent être très claires. Et je dirais même, elle n'est pas vague. Ouais, pardon, vas-y toi d'abord. Non, vas-y. Ok. Alors, je dirais, en fait, dans l'annonce de plan, ne soyez pas vague. Soyez vraiment déjà assez précis parce que si on vous lit rapidement, le correcteur, il va vraiment beaucoup se baser sur votre annonce de plan pour estimer votre copie. Donc, soignez bien la formulation de l'annonce de plan et prouvez dès ce moment-là que vous avez bien compris le texte et que votre manière de le commenter sera bien structurée, quoi. Ouais. Voilà. Et autre chose, des éléments précis dedans. Ouais. Autre chose qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que vous n'êtes pas censé faire du suspense en intro. Ouais. L'histoire, on l'a lu, hein, et puis on se fiche de savoir ce qui se passe à la fin ou quoi. Donc il n'y a pas y a pas à se dire il faut pas spoiler, etc. Il faut juste être très clair. Ouais, c'est vrai. Et je reviens sur autre chose dans ce que tu disais dans l'intro.
ici, là, on voit que l'élève a mis dans ce texte, il y a une dimension poétique. Les phrases sont formées avec un rythme précis. Alors, là, on est déjà un peu dans l'analyse. Ok, pas précise en plus, mais on est déjà dans une forme d'analyse. Je lui ai mis ici, comme tu n'as pas la place d'en faire la démonstration, ne le dis pas. Ouais. Donc, éventuellement, dire ce texte possède une dimension poétique, ça, il faudra le retrouver plus tard. Il faudra trouver le moyen d'être plus clair derrière et de le prouver. Mais il faut être assez clair là-dessus, quoi. Ok. Donc, je pense qu'on peut passer rapidement à la copie numéro 2. Toujours penser à souligner les titres, hein, on ne le dira jamais assez. Et là, ici, on fait face un peu à un problème d'enjeu pas assez complexe. Là, vous voyez que les enjeux qui sont là, donc il y a une présentation, le texte étudié est écrit par Edmond et Jules de Goncourt, bon, pourquoi pas, ça marche. Et là, Germine y fait donc une description de ce qu'elle voit et de ce qu'elle ressent. Ça, ok. Les enjeux du texte sont la nature et la ville lorsqu'il fait jour, puis la perception de ces lieux la nuit. C'est pas faux, mais c'est un peu léger. On ne construit pas forcément un commentaire là-dessus, puisque c'est très descriptif. Et il faut rentrer un peu dans l'intérêt du texte au-delà de ça, quoi. Ouais, faut essayer quand même d'avoir un recul sur le texte, d'avoir un regard assez lointain, assez général pour pouvoir le décrire dès le début. Et d'ailleurs, lorsque vous avez repéré que votre texte ici est principalement une description mêlée d'un peu de récit, dites-le en intro, c'est très bien ça. Ou si vous voyez qu'une scène est une scène de dispute ou deux personnages qui dialoguent sont en train de se prendre la tête, dites que c'est une scène de dispute. Que ce dialogue est une scène de dispute. Ça, c'est le genre de choses qui sont bien dans l'intro parce que c'est général, ça pose les bases. Une métaphore qui peut un peu marcher, ce serait celle de la scène de crime ou alors du diagnostic médical. Si on vous demande, si vous êtes médecin et qu'on vous dit, bon bah, alors pour vous, qu'est-ce que c'est ? Vous dites, bon bah là, on voit que y a tel symptôme, il y a tel truc, donc potentiellement ça pourrait être ça. Comme une scène de crime, ça pourrait être, bon bah là, on voit que le corps est placé de telle manière, que le coup a pu venir d'ici, qu'il n'est pas mort en tombant, mais qu'il est mort à cause d'un coup plus violent, et que donc à partir de ce moment-là, vous allez simplement commencer par décrire ce que vous voyez. Je vois qu'il y a ça, ça, ça et ça. Et donc, vous émettez des hypothèses. Potentiellement, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Ok ? Clément, je crois que tu as une question sur la syntaxe. Ouais, je pense qu'on peut y répondre tous les deux. Hein. Comment savoir si notre syntaxe est bonne et si notre intro est bonne et que notre plan est dans le sujet ? Bon, il y a beaucoup de questions. La syntaxe, faites des phrases courtes, à moins que vous soyez super fort et que vous ayez l'habitude de rédiger. Mais après, c'est assez rare. Si c'est le cas, vous ne posez pas la question, normalement. Ouais, c'est assez rare. Vous faites des phrases très courtes, sujet, verbe, complément. Vous avez le droit à juste au début de la phrase un petit connecteur logique, ça fait plaisir. Un petit connecteur logique bien choisi. Et ensuite, sujet, verbe, complément, c'est très bien. Vraiment, c'est votre base. Les phrases complexes parfois donnent lieu à des catastrophes syntaxiques. Donc, quand vous le faites, relisez-vous bien, ou en tout cas, soyez bien précis avant de la faire. Mais en général, vous pouvez vous en sortir avec que des phrases assez simples et courtes. Et pour exprimer une idée compliquée, vous allez accumuler plein de petites phrases. Et c'est ensemble que toutes ces petites phrases dans un paragraphe vont exprimer une idée subtile et une bonne idée que vous avez eue. Mais dans votre phrase, ne soyez pas trop ambitieux. Je veux dire, pas à l'échelle d'une phrase, parce que sinon vous allez vouloir donner trop d'informations, donc ça va être une cata, quoi. Et surtout, par rapport à ça, quand vous avez à exprimer votre hypothèse ou votre idée générale, ne partez pas dans des trucs compliqués. En fait, vous pouvez avoir une espèce de moment de démonstration, vous accumulez certaines choses, mais au moment d'être clair et de dire concrètement ce que vous voulez dire, il faut le dire. Je prends cet exemple-là. Ici, dans cette partie-là, on voit de plus Germini vit l'instant présent en utilisant tous ses sens. Donc là, on a une citation. Nous montre l'action qu'effectue Germini avec une tactilité. Bon, le terme n'est pas très bon, mais contre le blé. Ce mouvement corporel montre son côté émotionnel et ainsi le plaisir, le bonheur qu'elle prend à un moment presque banal. Ok, bon là, on a pas mal de choses. Et là, on a ce moment simple révèle une véritable quête du bonheur authentique. Magnifique, qu'on soit d'accord ou pas avec l'idée, on a une phrase qui est claire, qui vient résumer, englober le propos. Ouais.
vous avez ce moment simple, groupe sujet, magnifique, révèle, le verbe, une véritable quête du bonheur authentique, ça c'est le complément. Vous faites vraiment, vraiment faites des phrases comme ça et parfois vous mettez un petit adverbe si vous le sentez bien et parfois vous mettez un connecteur logique au début, ouais voilà. Mais sinon c'est bien. Et aussi les reprises pronominales. Par exemple là ce moment simple, ça donne du liant à votre texte. Au début de vos phrases, commencez souvent par des reprises pronominales. C'est comme ça que vous assurez une continuité dans votre argumentaire. Et c'est ce qui vous fait aussi vous obliger à relier vos idées, à pas passer d'une idée à l'autre. Parce que parfois, et ça, il y en a beaucoup qui détestent le brouillon, vous n'aimez pas passer... vous n'aimez pas passer du temps brouillon, du coup, vous écrivez au fil de la plume. Et au fil de la plume, vos idées, elles se mélangent. Ouais. Et donc, c'est pas clair. Vous voyez bien qu'en général, quand vous parlez sans vous arrêter, c'est pas clair. C'est moins clair que si vous prenez le temps de vous poser pour vous dire c'est quoi le plus intéressant. Alors, voilà. Il y a Nassim qui propose comment cette description d'une balade montre le plaisir que l'on peut ressentir au quotidien. Alors, je vois un petit défaut, mais sinon, c'est pas mal. Alors, le problème que j'aurais avec ça, c'est que la description d'une balade, je suis tout à fait d'accord, le plaisir aussi. Sauf que ça enlève une bonne partie du texte quand même dans le contraste entre le plaisir et le réel. Ouais. Okay, et que l'on peut ressentir au quotidien. Parce que... Le problème, c'est on a l'impression que vous parlez de vous, de n'importe qui. Or, là, on parle quand même de Germini. Ouais. Donc, faut pas hésiter à citer le personnage. Ouais. Parce que, par exemple, la même chose avec juste montre le plaisir que peut ressentir le personnage en sortant du travail. Déjà, là, j'aurais quelque chose d'un peu plus pertinent. Ouais. Comment s'organiser au brouillon ? Comment organiser ces 2 heures au brouillon ? Très simple. Déjà, vous allez passer 1 quart d'heure, 20 minutes à lire. Ça paraît tout bête, hein, mais c'est du temps. Donc, 1 quart d'heure, 20 minutes à lire. Ensuite, ça veut dire qu'il vous reste 1h40. Vous refaites une lecture après avoir lu comme ça et vous faites une lecture crayon en main. Bon, déjà, dès le début, vous pouvez prendre le crayon, mais crayon en main, vous allez noter toutes les idées qui vous viennent sur le texte. Où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et donc, vous écrivez toutes les idées qui vous viennent. Ça, c'est la partie un peu bac à sable. Je pense qu'elle peut prendre 10 minutes, peut-être un quart d'heure. À partir de là, vous allez commencer à hiérarchiser vos idées. Donc, vous avez mis un peu tout en brouillon. Vous vous dites, OK, ça, c'est plutôt de ce côté-là. Ça, c'est plutôt une idée simple. Bon, ça, je perçois un truc, ça a l'air plus compliqué, je le mets là pour l'instant. Cette partie-là aussi, elle va vous prendre une dizaine de minutes à peu près pour mettre tout ça en ordre. En gros, les 3 premiers quarts d'heure, vous mettez toutes les idées qui vous passent par la tête en lisant, etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous commencez par vous arrivez à trouver une problématique à partir des enjeux que vous avez posés, en gros des axes principaux que votre texte met. Et vous essayez, technique toute bête pour faire une problématique, de mettre en lien vos deux axes, ou 3 axes, si jamais il y en a. Et à partir de là, vous allez avoir à peu près 1 heure qui va être rédiger votre introduction en entier, plus faire un plan détaillé de vos parties. Oui, je valide, je plus sois. De toute façon, je pense que la méthode de Max est plus élaborée parce que moi, j'ai vraiment plus l'habitude de conseiller de faire des dissertes et d'enseigner la disserte. Donc, ça me paraît très bien. Si je devais résumer, c'est en gros, grosso modo, une première heure qui est consacrée à trouver des idées et une deuxième heure qui est consacrée à organiser les idées et donc trouver problématiques, etc. Et ensuite, vous avez 2 heures que vous allez passer à rédiger, tout simplement. Patiemment. Ouais. Et en vous relisant, ça c'est une technique de Clément qu'il utilise souvent, en vous relisant quasiment après chaque phrase. Ouais, au moins après chaque paragraphe. Vous relisez chaque paragraphe après l'avoir écrit et vous comptez pas sur votre dernière relecture pour corriger vos fautes. Parce qu'en fait, ça marche pas très bien. Vous venez d'écrire pendant 4 heures, et donc, enfin pas pendant 4 heures, mais vous venez de rédiger pendant longtemps, et donc on a du mal à se concentrer sur la lecture complète de toutes les pages que vous avez rédigées. Donc en fait, c'est beaucoup mieux de relire ce qu'on vient d'écrire. En plus, ça vous remet en tête ce que vous venez de raconter, et donc vous allez pouvoir le prendre en compte dans votre paragraphe suivant. En général, ça va mieux coudre votre texte.
voyez, la progression va être plus jolie et plus harmonieuse. Et ensuite, ce qui va vous aider, ça va être aussi potentiellement de ne pas partir en hors sujet, ce qui est une de vos grandes craintes. Si vous prenez le temps de vous relire et de savoir pourquoi vous avez noté ça, etc., il y a beaucoup moins de risques de partir n'importe comment. Ouais. En fait, vous passez votre temps... Vas-y. Je récapitule dans le chat. 1 heure idée, 1 heure problématique et plan, c'est ça? Ouais, globalement, c'est ça. Et 2 heures de rédaction. En fait, problématique plan, mais rédaction de l'intro aussi pendant la Bien deuxième sûr. heure de brouillon. Hein. Ouais. Juste rédaction de l'intro. Il y a une question, c'est est-ce que faire une mini conclusion à la fin de chaque partie, c'est bien ou ça fait un peu trop? C'est très bien. Ça vous permet de faire un résumé synthétique de ce que vous avez fait et ça va aussi vous inciter à ne pas vous répéter dans une autre partie parce que vous savez très bien ce que vous avez mis. Ensuite, si jamais j'avais fait l'année dernière une vidéo aussi sur le commentaire composé et j'avais fait des... Il y a la VOD qui est disponible et je crois que j'avais fait des slides mais je me souviens plus bien. Et donc au besoin... Est-ce qu'on a le temps de regarder d'autres textes ou pas? Alors, il y a juste une autre copie que je voudrais montrer rapidement pour montrer justement comment on fait une copie simple mais très bien informée. Et après, effectivement, on fait rapidement notre texte histoire que ça dure pas des plombes non plus. Et donc là, on va voir une copie, si elle veut bien charger, qui montre simplement la clarté. Et vraiment, une copie qui est claire, c'est bien mieux qu'une copie qui cherche à impressionner le jury et qui perd. Alors là, ah oui, non, c'est pas là. C'est pas là. Alors, bon, au pire, s'il n'y a pas, ce sera pas très grave. Il y a ça qu'on a. Oui, malheureusement, je crois que j'ai pas les copies intermédiaires. Ouais. Bon. Là, ici, c'est la dernière sous-partie de cette copie. Et là, en termes de syntaxe, c'est vraiment pour moi quelque chose à imiter. Elle se sent assez à l'aise pour explorer et ressentir les choses, point. Elle est ouverte à la découverte des nouvelles sensations qu'elle n'avait pas l'habitude de ressentir à Paris, point. Puis nous observons une suite d'adjectifs caractérisant sa fatigue, après le long périple à travers la banlieue, que Germini vient de faire. Et donc là, on voit qu'on se perd un peu, parce que point virgule, mais il y a une citation derrière. Ces mots négatifs pourraient nous laisser penser que la servante est énervée. Or, c'est tout l'inverse, elle dit être contente et se trouvant bien. Elle est très positive, cela reflète un certain épanouissement, car malgré l'épuisement corporel, elle va très bien moralement. Ici, Germini est totalement maîtresse de ses choix, aucune fatigue ne lui est imposée. Donc en banlieue, elle est enfin actrice de sa vie. J'ai pas la partie avant parce que ça n'a pas voulu charger, mais juste avant, elle faisait une distinction entre Germini qui était spectatrice à Paris, parce que dans toute la première partie du texte, elle voit, alors que dans la deuxième partie, elle fait. Et donc, à Paris, et donc là, la copine ne va pas plus loin, mais moi, je serais allé plus loin en disant, à Paris, elle est servante, alors que en banlieue, elle vit pour elle-même. Ouais. En tout cas, j'aime bien la façon dont l'élève ici interprète le texte. Hein. Tu vois qu'elle essaie de donner du sens au texte. Ça, c'est très bien. Hein. On est dans quelle grande partie, là? On est dans la dernière grande partie. Ouais. C'est le moment de le faire. Hein. Voilà, interpréter les choses comme ça, donner du sens. Quel est le rapport au bonheur de ce personnage? Quel rapport à la liberté? En quoi la déambulation peut lui permettre d'explorer son intimité? Je trouve que c'est le moment, là, dans le grand 3, d'interpréter les choses assez librement. D'ailleurs, vous êtes plutôt libre à ce moment-là. Si vous arrivez à le prouver et à vous exprimer correctement, ça aura un très bon effet sur le correcteur, ça. Ouais, et il faut pas hésiter à être simplement clair. Je suis un peu dégoûté de ne pas pouvoir montrer la première... le corps du texte, parce que justement, c'est une copie qui dit très bien les choses simples, mais c'est pas très grave. Et peut-être juste dans l'intro...
Oui, voilà, une manière de présenter en quoi, là, de faire une problématique sans Ouais. l'amener, simplement. En quoi Germini trouve-t-elle son bonheur dans la vie de banlieue plutôt qu'à Paris? Là, vous voyez, je suis pas hyper d'accord avec cette problématique, mais pourquoi pas. Notre plan d'analyse se divisera en 3 parties, pas obligatoire, mais ça se fait très bien. Tout d'abord, nous verrons en quoi Paris s'avère, puis en quoi la banlieue est-elle accueillante. Enfin, tout d'abord, puis enfin, très bonne manière de structurer simplement une copie. Voilà pour ça. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on regarde tes textes ou est-ce qu'on répond peut-être entre deux à des Qu'est-ce que t'en questions penses? si jamais il y en a. Il est déjà 8h, là, il est déjà 20h. Ouais. Si on regarde un texte, c'est assez brièvement juste le temps de dégager 2-3 trucs, peut-être faire une problématique et un plan, mais à grands traits. Ouais. Je pense que ça vaut le coup. Et un plan Ouais. ou voire même des réflexes qu'on a quand on Ouais, découvre plus un texte. ça. Ouais. Ouais. Parce Tu que, me les parce avais qu'en envoyés plus, les c'est- textes? Ouais, je les ai envoyés par mail. Ok. Ouais. Peut-être tu peux répondre aux questions si jamais. Est-ce qu'il y a des questions pertinentes? Je veux que des questions pertinentes. Ou je banne. Non, toutes les questions sont bonnes si elles concernent le commentaire, pas forcément des questions super intelligentes. Hein. Des arguments pour interpréter les parties. Ouais. Là, en fait, faites parler le texte. Vous voyez là, l'élève sur ce texte, elle a tenté et elle a eu raison d'explorer l'intériorité de Germini, là, enfin du personnage, et de se demander ce qu'elle pouvait ressentir. Et c'est pour ça qu'elle a fait cette hypothèse que en fait elle se sent mieux en banlieue qu'à Paris. Donc en s'éloignant de Paris, elle se sent mieux. Bon, c'est pas parfait, je veux dire, c'est pas absolument juste, mais elle a eu raison et la démarche est bonne, et donc ça va être récompensé. Ouais. Mais on peut débattre du fait que ce soit absolument juste. Par contre, rien que le fait d'avoir tenté cette interprétation, c'est bien. Donc n'hésitez pas à être audacieux. Hein. Et ça me N'hésitez permet pas de, ouais. ça me Vas-y. permet d'aborder un point qui est important. Ça n'est pas parce que vous avez des. Enfin, il n'y a pas il n'y a pas une seule interprétation d'un texte. Il y a vraiment plein d'interprétations. Et c'est juste, est-ce que vous justifiez bien? Ce qui doit aussi vous rassurer pour vous dire, est-ce que ce qu'on juge là, c'est pas votre qualité de manière générale d'être capable de parler de ce texte-là, mais votre qualité personnelle d'être capable de parler d'un texte. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas le commentaire ultime. Il y a un commentaire qui est le vôtre. Et est-ce que vous-même, vous arrivez à parler clairement de ce que vous avez vu? Donc, ça doit vous rassurer quand elle a l'idée de vous dire de toute façon, j'ai rien à dire sur le texte. Le texte, il est trop compliqué, j'arriverai à rien à dire. C'est pas trop compliqué. C'est qu'est-ce que vous arrivez à comprendre, vous? Et peut-être que vous le trouvez très compliqué, qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais dites-le. Et dites-le simplement. Voilà pour ça. Donc, je te propose qu'on passe au texto guesser. Alors, ce qu'on a appelé texto guesser, mais... Non, maintenant, c'est plus texto guesser. Maintenant, le but, c'est juste les premiers réflexes. Quand on a un texte sous les yeux, on s'imagine qu'on est en commentaire et le sujet, c'est ça, quoi. Le texte qui tombe, c'est ça. Ok. Donc là, premier texte. Est-ce que tu veux qu'on fasse un récit à nouveau ou pas? Ah oui, on peut peut-être. Parce qu'il y a du théâtre en dessous. Ouais. Alors, il y a de la poésie aussi. Eh ben, faisons ça. Faisons théâtre. Parce qu'en plus, théâtre, ça peut être... C'est dur. Alors, c'est dur le théâtre. Je réponds à une question avant. Pour l'accroche, si on ne connaît pas l'auteur, on fait comment? Il y a de fortes chances pour que vous ne connaissiez pas l'auteur, voire, si vous n'êtes pas sûr de connaître l'auteur, faites attention. L'année dernière, c'est un texte de Duras qui est tombé, mais pas Marguerite Duras, mais plutôt Claire de Duras. Et il y en a plein qui sont tombés dans le panneau. Et qu'on dit cette autrice du nouveau roman, etc., alors que c'est une autrice du 19e siècle. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, faites comme si vous ne connaissez pas. On ne s'attend pas à ce que vous connaissiez tout. Justement, on est censé vous mettre un texte inconnu. Donc, ne jouez pas les personnes cultivées, parce qu'il y a des chances pour que vous plantiez.
Donc ce que vous faites, c'est juste, vous prenez le texte pour ce qu'il est. Ouais, exactement. Et donc, il faut vraiment pas hésiter à faire comme ça. Donc, je te laisse peut-être lire cette partie-là. Ouais, dur à lire le théâtre parce qu'il y a plein de personnages. Ouais. Je commence par le paratexte et ensuite je me lance. Je sais pas si on voit le nom du... Non, on voit pas le nom de l'auteur. C'est Vinaver. Je pense que c'est... Je sais pas si je l'ai mis d'ailleurs en fait. Michel Vinaver. Si tu l'as mis. Je l'ai mis sur le document ou pas? Ouais, je l'ai pas montré, mais tu l'as mis. Bon, c'est pas très grave. Un texte de Michel Vinaver, je pense qu'on est en 2000 quelque chose. C'est dans les années 2000 à mon avis qu'il écrit ça. Ouais. Ou fin 90, peut-être 80. C'est un texte assez contemporain. Un jet privé s'écrase dans les neiges éternelles de la cordillère des Andes. Il y a des rescapés. Pat, il faudrait pouvoir. Ce n'est pas facile à dire. Billy est mort, il est maintenant inutile et Jimmy va mourir et Joey là-bas, dans la neige. Et si nous ne mangeons pas, nous allons nous-mêmes tous mourir. Je suis pas sûr que c'est bien. Goûte, non? Goûte, Nan. Nan. C'est corsé. On dirait presque. On dirait que c'est salé. Ça l'est. J'ai coupé les intestins en rondelles, le gros et le grêle. Sans les vider? Tout est là. J'avais oublié ce que c'est le goût du sel. C'est fabuleux. Encore une minute sur le feu, ça sera encore plus savoureux. Le cœur bat. T'es sûr qu'on peut manger ça? J'ai mis aussi une cervelle. Tu es sûr? Les narines remuent. Que ça ne va pas nous rendre malades? Une couille, regarde. Vraiment? Dieu soit loué. Le vent s'est levé. Transportons-le dans la cabine. Maintenant, on peut les appeler. Ce sera difficile, mais non. De raconter à maman. Nan Misterland vit ses derniers moments. Ce morceau. Goûte. C'est doux, c'est fondant, les dents s'amusent dedans. Bon. Et un texte qui est pas si difficile celui-là, parce que les effets, je pense qu'ils sont assez clairs, à établir, enfin assez évidents sur ce texte. Ouais, et en même temps, il y a un côté qui peut être difficile dans la manière avec laquelle c'est raconté. Il y a cette ponctuation un peu étrange. Ouais. Les phrases qui sont pas hyper finies, enfin qui sont un peu mystiques. Il y a déjà, il n'y a pas de ponctuation, mais surtout, est-ce que vous avez capté ce qu'ils sont en train de manger? Souvenez-vous, on est dans un jet privé qui s'est écrasé. C'est en train de manger un corps, ouais. Vous avez des gens qui sont en train de manger, ils sont plusieurs, ils sont nombreux. Ils sont en train de mentionner les parties d'un corps qu'ils sont en train de manger. Et c'est des intestins en rondelles, le gros et le grêle, sans les vider. La cervelle, les narines, une couille. C'est quand même dégoûtant. Bon, donc vous avez déjà là un premier effet. C'est un texte qui dégoûte son lecteur. Une scène de théâtre où on voit des gens en train de manger quelque chose de pas bon. Mais, et là vous allez trouver autre chose de très visible dans le texte. Hein, quelle est leur réaction par rapport à ce dégoût-là? C'est doux, c'est fondant. Ça, c'est la dernière réplique. C'est doux, c'est fondant, les dents s'amusent dedans. Et là, un peu plus tôt, Nan qui dit c'est fabuleux. On dirait que c'est salé, ça l'est. Bon, il y a un petit jeu de mots d'ailleurs. Hein. On dirait que c'est salé, ça l'est. Vous pouvez repérer ça. Pas forcément à la première lecture, hein, mais il y a un petit jeu de mots. Et donc, il y a un gros décalage entre ils sont en train de manger un corps humain et ils trouvent ça bon. Donc, c'est encore plus dégoûtant. Mais c'est pas le seul effet, je pense. Ouais. Je pense que c'est pas le seul effet parce que, en plus de ce dégoût extrême, contrasté par le fait qu'ils prennent du plaisir, vraisemblablement. Je sais pas si vous voyez. Je suis d'accord aussi dans le chat là, sur la dimension poétique. Parce que en fait, c'est aussi comme ça qu'on peut s'en sortir. Même la manière avec laquelle c'est écrit, on a l'impression que c'est un poème à plusieurs voix, en fait. Et donc, là, on peut aussi aller dans l'idée de se dire, normalement, un poème, c'est fait pour plutôt montrer les choses de façon belle. Et là, a priori, c'est quelque chose de pas très beau.
Maintenant, si on a l'impression qu'on a un peu rien à dire, il y a aussi, on peut revenir à la description, hein. Donc, on peut simplement dire que ce sont des gens qui sont censés manger quelque chose, qui a priori n'ont pas envie, donc ils sont face à un dilemme, tout simplement. Et là où il faut que vous utilisiez absolument tout ce que vous avez, vous vous retrouvez avec un texte comme ça. Un jet privé s'écrase dans les neiges éternelles de la cordillère des Andes. Il y a des rescapés, vous comprenez qu'ils essayent de manger quelque chose. Et vous avez le livre qui s'appelle L'Ordinaire. Ouais. Donc, il y a une espèce de mélange, quand même, entre la dimension extraordinaire et l'ordinaire, ou plutôt la normalité de ça. Et donc, derrière, vous pouvez vous dire, est-ce que tout n'est pas normal dès lors qu'on est dans une situation exceptionnelle? Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent venir. Mais donc, même pour des textes qui ont l'air un peu mystiques comme ça me permet de préciser quelque chose de très important. Si le texte est difficile, c'est que le texte est difficile. Je fais exprès de le dire comme ça, parce que si un texte il est difficile à lire, c'est que l'auteur a voulu que ce soit difficile. Si le texte il n'est pas clair, c'est que l'auteur a voulu que le texte ne soit pas clair. Donc, il faut que vous disiez pourquoi est-ce que l'auteur il a voulu faire comme ça. Et il faut du coup se faire confiance pour dire c'est pas moi qui suis bête, c'est pas moi qui comprends pas, c'est fait exprès. Et donc, il faut vous faire confiance aussi pour vous dire vous êtes vraiment capable de juger de ces textes-là. Et dans tous les cas, c'est vous qui êtes censé juger ces textes-là. Donc, partez du principe que la difficulté du texte, elle est normale et que c'est pas vous qui êtes débile. Parce que même si vous dites je suis débile, ça va pas vous avancer à grand-chose. Alors que si vous dites le texte est difficile et donc je vais commenter cette complexité-là, là, on va avancer. Ok ? Ouais, bien vu, l'assonance fondant, dents, dedans, c'est fondant, les dents s'amusent dedans. Vous voyez que vous avez c'est corsé, c'est salé, salé. Donc on avait déjà vu ça, mais ça rime et en plus il y a des jeux de mots. C'est fondant, les dents s'amusent dedans. Et il y a quelque chose d'un peu, d'un peu drôle aussi dans ces sonorités-là, alors qu'on a un texte clairement dégoûtant, révulsant, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, la cervelle, les intestins en rondelles et tout. Donc vous avez un contraste entre le dégoût et l'humour, ou en tout cas un jeu poétique et un peu comique sur les mots. Pour répondre un comique de mots, quoi. À la question allitération ou assonance, c'est si c'est des voyelles ou des consonnes. Enfin, des allitération consonnes et assonance voyelles. Exact. Et aussi quelque chose qui est intéressant, à la fin ça finit carrément en poème, il y a des rimes. Hein. Le vent s'est levé, transportons-nous dans la cabine. Maintenant, on peut les appeler. Ce sera difficile. Mais non, raconter à maman. Mr. Lamb vit ses derniers moments, etc. Donc, il y a un côté un peu même de rendre rigolo un moment qui ne l'est pas du tout. Est-ce que tu veux qu'on passe... Et aussi, en plus, juste un tout petit truc, il y a un contraste. Regardez aussi le déroulé. Vous avez Pat qui ne parle plus après, hein, mais qui parle beaucoup au début. Et lui, il n'est pas du tout sur la même tonalité. Hein. Pat, il dit il faudrait pouvoir, ce n'est pas facile à dire. Bon, alors déjà là, elle d'ailleurs, si vous avez ça au théâtre, elle ou il, je sais pas. Parce que je ne suis pas sûr que c'est bien. C'est juste pour ça. Oui, bien sûr, elle, ouais. Elle est en train de dire que quelque chose n'est pas facile à dire. Elle est au théâtre. Vous pouvez penser à l'incommunicabilité, l'indicible, quelque chose qui est difficile à dire. Et peut-être que justement dans cet humour, ils vont briser la glace sur quelque chose qui est tabou. Le cannibalisme ici, hein, par le rire. Et c'est hyper dérangeant pour le spectateur. Mais donc, il dédramatise une situation horrible. Et c'est vrai. Autre chose qui est très importante dans ce que tu as dit sur le théâtre, effectivement, dès que vous avez une scène de théâtre, représentez-vous ce que ça peut donner sur scène. Et donc, potentiellement, vous avez un personnage qui ne parle plus. Mais qui est toujours sur scène. On le voit en train de ne pas parler. Donc, représentez-vous tous les personnages et dites-vous, mais c'est bizarre, il y en a un qui parle pas du tout. Il a une présence qui peut être dérangeante sur scène. Il peut être en train de regarder les gens qui goûtent et qui parlent. Et je ne suis pas sûr que c'est bien. Elle dit ça, donc il y a un jugement moral. Et en fait, là, Pat, elle est... bon, ça, je vous le dis pour votre grand 3. Dans le grand 3 en théâtre, presque tout le temps, peut-être que tu confirmeras ou infirmeras, Max, mais franchement, il y a très souvent la possibilité de parler de la mise en abîme du théâtre ou de la façon dont le texte célèbre le théâtre.
dans la façon dont, en gros, elle a mis en abîme le théâtre dans le théâtre. Et Pat, elle est une image du lecteur, ou plutôt du spectateur, pour le coup, du spectateur sur la scène. Parce que elle est hyper gênée et elle se pose des questions morales entre le dégoût et la condamnation de ceux qui sont en train de manger là. Ouais. Et effectivement, il y a toujours, à la différence des autres genres, le théâtre a toujours un public. Donc, c'est la question de la double énonciation. On s'adresse à la fois à des personnages et au public en même temps. Et la question, si on confond allitération et assonance, le correcteur nous prendra pour un clown. C'est commun comme erreur. A priori, dans le pire des cas, on se dira une fois, il s'est trompé. Mais si votre analyse elle est pertinente derrière, si c'est pour dire que la répétition des sons en queue montre qu'il y a une volonté de rendre le discours plus rude et qu'il est moins glissant que si c'était plein de sons en L et en M, etc. C'est ça qui est pertinent. Que vous soyez trompé une fois, c'est pas très grave. Je pense, Nassim, je sais plus si c'est Nassim qui pose cette question. Non, c'est imprononçable ton pseudo, tant pis. La question, elle est due au fait qu'en fait, ici, en y revenant dessus, dans c'est doux, c'est fondant, les dents s'amusent dedans, on a aussi des nasales, tu vois, les on, en. Et donc, c'est vrai qu'il y a allitération et assonance. Ici, en l'occurrence, il y a les deux. S'il y a les deux, ou si vous hésitez, vous dites oscillation phonique ou oscillation phonétique. Oscillation, c'est peut-être un peu compliqué. Jeu phonétique, tout simplement. Ouais. Oui, ou jeu phonétique. Ou jeu des sons. N'ayez pas peur de décrire simplement ce que vous voyez. Si vous percevez qu'il y a un jeu sonore, vous dites il y a un jeu sonore entre les sonorités on, en. Ouais. Pas très compliqué. Si vous avez perçu quelque chose et que vous n'avez pas le terme pour le dire, contentez-vous de décrire. Encore une fois, si vous avez repéré qu'il y a un même mot qui est utilisé avec des variations graphiques, etc., vous n'avez pas avec des variations grammaticales et que vous n'avez pas polyptote, c'est pas grave. Ok ? Ouais. Il y a une bonne question. Comment on sait qu'il mange un humain ? C'est vrai, c'est pas dit explicitement. Alors, ça, c'est parce qu'ils sont rescapés. Ils viennent de s'écraser. Regardez, on voit pas très bien le haut, mais c'est un jet privé s'écrase dans les neiges éternelles de la Cordillère des Andes. Ici, c'est vrai que le paratexte était vraiment essentiel pour pouvoir le comprendre. Et on a aussi des indices avec les membres, avec les organes, les narines. C'est pas tous les animaux qui ont des narines. Voilà. Et d'autant plus qu'on nous dit, on nous fait le lien entre des corps et quelqu'un qui est mort. Donc on fait un lien plus facilement. Et je ne suis pas sûr que c'est bien. Alors, à moins que Pat soit super vegan, je ne suis pas sûr que c'est bien. S'il y a un questionnement moral, c'est peut-être qu'ils sont en train de manger quelque chose qu'ils ne sont pas en train de manger. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on passe à un texte peut-être plus poésie ? Ouais, le dernier texte, c'est un texte de poésie, ouais. Ouais. Alors attends, je le mets, je te laisse le lire. Hop. Ouais. Ça suffit le troll Ronaldo Prime. Non, mais le prochain, c'est ban définitif. Ouais. Vas-y, tu peux lire. Donc, Complainte d'un autre dimanche. C'est un poème de Jules Laforgue. C'est pas écrit, enfin on voit pas, c'est juste en bas. Jules Laforgue. Complainte d'un autre dimanche. C'était un très au vent d'octobre paysage que découpe aujourd'hui dimanche la fenêtre. Avec sa jalousie en travers, hors d'usage, où sèche, depuis quand, une paire de guêtres, tachant de deux mâles blancs ce glabre paysage. Un couchant mal bâti suppurant du lit vide, le coin d'une buanderie aux tuiles sales, en plein, le Val-de-Grâce comme un qui préside, 5 arbres, en proie à de mesquines rafales, qui marbrent ce ciel cru de bandages livides. Puis les squelettes de glycine aux ficelles, en proie à des rafales encore plus mesquines, ô lendemain de noces, ô bride de dentelle, montre-t-elle assez la corde, ces glycines, recroquevillant leur agonie aux ficelles? Ah, qu'est-ce que je fais ici dans cette chambre? Des vers? Et puis après, ô sordide limace, quoi, la vie est unique, et toi, sous ce scaphandre, tu te racontes sans fin, et tu ressasses. Seras-tu donc toujours un qui garde la chambre? Ce fut un bien au vent d'octobre paysage. Ok. Ouais. Donc là, on a un texte qui est, a priori, il est difficile parce que c'est de la langue poétique
avec plein d'exclamations. Il est dur, ouais. Il est dur. Donc là, on joue en mode difficile. Ok. Il faut voir ce qu'on arrive à voir. Et donc là, bah déjà, au moins le premier vers, on a alors très au vent, bizarre, mais on a Octobre paysage. On a une saison. Ok. Ouais. Donc là, on est au clair. Et ensuite, on a quoi? On a... Vous avez peut-être entendu, c'est à la toute fin, mais vous avez peut-être entendu que Octobre paysage est repris. Même ce fut un bien vent d'Octobre paysage à la toute fin est répété. Il y a une clôture, en fait, il y a une circularité du poème là. Ouais. Et pour l'instant, on rentre pas dans des considérations trop poétiques de comment est construit le vers, etc. On va se retrouver avec quelque chose... on va s'intéresser simplement au champ lexical. On a une paire de guêtres, on a des mots compliqués, le couchant mal bâti suppurant du lit vide. Bon, mais on a le coin d'une buanderie. Ok. On a 5 arbres, on a le ciel, les squelettes des glycines. Bon, ok. Bon, globalement, on a un mélange de nature et d'intérieur. Ouais. Donc, globalement. Beaucoup de points d'exclamation, ça c'est un commentaire, beaucoup de points d'exclamation sur les 2 dernières strophes, c'est vrai. Hein. Et, le poème semble s'emporter là, vers les 2 dernières strophes, bien vu. Et donc, il y a plus d'expressivité. Ouais. Et globalement, ce qu'on peut imaginer comme situation, une très bonne technique que je peux vous donner sur l'analyse de poème, essayez de vous le représenter physiquement. C'est très bête, mais on est où? Très souvent, un poème, on imagine que c'est un mec qui est dans un jardin en train de composer des vers, mais il a imaginé une situation très concrète. C'est quoi cette situation? Bah là, globalement, on est dimanche et il a l'air de regarder par la fenêtre. Ouais. Bah, déjà, le titre aussi, un dimanche. C'est complainte d'un autre dimanche. Ouais. Donc, il y a l'idée, en plus d'un autre dimanche, il y a l'idée aussi d'une répétition. N'allons pas trop loin et on voit, on commence à repérer, il y a des trucs qui peuvent nous accrocher un peu l'œil. Moi, le truc qui m'a un peu marqué, c'est le squelette de glycine aux ficelles. Les glycines, c'est des plantes. La glycine, vous auriez probablement une note de bas de page. Hein. Mais par contre, glycine, ouais, on va savoir que du coup, on saurait que ce sont des fleurs. Le squelette, il y a une vision un peu morte de la nature quand même. Ouais. Voilà. Et puis, à la fin, effectivement, vous avez remarqué très souvent dans les poèmes, il y a aussi une idée de chute dans des poèmes un peu courts. Il en a marre. Ah, qu'est-ce que je fais ici dans cette chambre des vers, avec un point qui est en tout début de vers. Donc c'est désagréable. Ce point-là, ça vient casser tout le rythme. Et en fait, on se rend compte que c'est pas la première fois qu'il vient casser le rythme. Quand on est dans la première strophe, la fenêtre avec sa jalousie en travers, hors d'usage ou sèche, depuis quand une paire de guêtres? En fait, il n'a pas envie de nous laisser avec un poème tranquille. Il a envie de nous casser le vers. Donc, casser le vers, comme on sait que le vers, en général, c'est pour avoir un peu une forme de poésie, et ben on se retrouve, la poésie, c'est censé apporter un petit peu de musique. Si on cherche à casser le vers, c'est qu'on cherche à casser la musique. Et donc, si on cherche à casser la musique, on cherche à casser un peu la beauté. Donc, il y a une volonté, et là, on rentre un peu dans le côté méta, il y a une volonté de rendre le poème moins beau. Ouais, exactement. Et la poésie, en plus, ici, elle est jalonnée de... tout à l'heure, tu as dit... la buanderie, c'est quand même pas un lieu très poétique, une buanderie. Hein. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Mais même les mesquines rafales, sont les rafales. Vous avez aussi l'adjectif livide, si vous savez ce qu'il veut dire, et qui a 2 fois à la rime dans la deuxième strophe. Suppurant du livide, notamment. Tout ça est pas très beau, quoi. Pas très contemplatif. Il y a quelqu'un qui posait une question intéressante et il y a eu une réponse. C'est qu'est-ce que c'est une complainte? Oui, vous pouvez le deviner. Même si vous ne savez pas ce que c'est une complainte, vous savez probablement ce que c'est une plainte. Donc, c'est un poème qui est plaintif, un poème qui est plutôt triste et qui décrit des éléments très moches. Vraiment des choses assez laides. Leur agonie aux ficelles, recroquevillant leur agonie aux ficelles. Tout ça est pas beau, quoi, pas beau à voir. Exactement. Et il y a aussi dans le côté un peu très... c'est le poète qui se regarde lui-même.
parce qu'il se retrouve à nous dire à la fin, donc il y a tout ce moment où en fait c'est comme s'il arrêtait d'écrire pour dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, et il dit tu te racontes sans fin et tu te ressasses, mais tout à la fin qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ce fut bien un vent d'octobre paysage qui reprend celui du début. Donc en fait il ressasse et il se montre en train de ressasser. Ouais, donc ici sur ce poème, on a très vite des tensions qui se dégagent. Enfin, on a vite une tension entre la tristesse qui est motivée par un paysage assez laid, assez moche. Le poète est clairement déprimé. Et le fait que la poésie, en général, célèbre plutôt de la beauté, ou en tout cas a des motifs qui sont consacrés à des éléments plus nobles, plus beaux, pas des limaces, quoi, aux sordides limaces. Pas de la suppuration et des buanderies aux tuiles sales. Donc ici, vous pouvez probablement articuler la tension de votre commentaire entre cette poésie qui est subvertie ici, où le poète transgresse la règle de poésie, qui voudrait qu'on parle surtout en poésie de choses belles, de choses qu'on rende honneur à la réalité, au monde extérieur. Mais ici, en fait, finalement, ça déprime, sa plainte a tendance à à faire un tableau très gris de ce qui l'entoure. En fait, il y a deux niveaux. Si on a une bonne connaissance de la poésie, on voit bien que c'est un poème qui se critique lui-même. Maintenant, si on n'a pas cette connaissance-là, on peut se dire, bon, bah, dans ces cas-là, je peux rien dire. En fait, non. Ce qu'on peut se dire, c'est que c'est un poème moche dans le fond et dans la forme. Alors, on pourrait aller dans une troisième partie dire que finalement c'est beau, mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est un poème moche dans le fond, puisqu'il nous parle d'un coin de buanderie, effectivement. Il nous parle de mesquine rafale. Mesquine, c'est petite rafale, le bandage livide. Il nous parle des glycides recroquevillant leurs agonies aux ficelles. Bon, il nous montre plein de choses moches. Et la forme aussi est moche, puisque il fait que de casser le verre. On a dit le depuis quand, on a dit à la fin qu'est-ce que je fais ici dans cette chambre, des vers point, le quoi. Bref, il y a une espèce d'agacement qui fait que le fond comme la forme sont pas prêtes. Sont pas belles, pardon. Sur le déroulé du poème, sur ses mouvements, on pourrait distinguer des passages assez différents parce que, bon, comme ça a été remarqué tout à l'heure, il y a beaucoup de points d'exclamation dans les deuxièmes strophes, mais il y a aussi dans l'avant-dernière, en fait, on considère finalement la dernière, on considère pas pour l'instant le dernier vers. Une interrogation ici où il dit je. Ah, qu'est-ce que je fais ici dans cette chambre? Et ça n'avait pas eu lieu avant. Qu'est-ce que je fais ici dans cette chambre? Il n'avait pas parlé de je. Donc en fait, après avoir regardé l'extérieur, il se tourne vers lui en se demandant, mais mince, est-ce que c'est ça ma vie? Seras-tu donc toujours un qui garde la chambre? C'est-à-dire quelqu'un qui reste chez lui, enfermé. Ouais. Ouais. Donc une interrogation sur soi-même, sur sa position de poète aussi, sur sa posture de poète. Ouais, exactement. Et en plus, bon, bah, il y a les mots moches, il y a le sorti de limace, etc., qui permettent d'aller voir de ce côté-là. Hein. Ouais. En fait, il y a moyen de faire des commentaires simples et des commentaires compliqués à partir de ça. Ouais. Tiens, Clément, je pense que ce serait pas mal que tu remettes le lien de ta chaîne si jamais tu l'as sous la main. Ouais, ça marche. Merci. Et donc voilà. Et après, dans un poème, il faut toujours aussi chercher à commenter, voilà, faire attention aux mots, de se dire, bah, malgré tout, il a gardé les rimes, il y a fenêtre, il y a guêtre, il y a des choses comme ça. Il y a les sonorités un peu moches, tout ce qui est être, guêtre, voilà, c'est pas très beau. Et il y a aussi une moquerie de la poésie. Dans ce haut lendemain de noces, au bride de dentelle. Il n'y a que en poésie où il y a ce haut accent circonflexe qui en général est là pour célébrer la muse, est là pour célébrer les choses, etc. Et puis c'est ô Dieu, ô beauté, etc. Là, il dit au lendemain de noces, donc déjà une espèce de déception, et au bride de dentelle. Donc il y a un truc un peu... Il se moque aussi de l'inspiration poétique. Ouais. Remarquez au passage qu'il fait quand même des
des strophes de 5 5 vers qu'on appelle des quintiles, et donc il les répète. Ça, c'est plutôt commun. Ça, de loin, on se dit ah, c'est un beau poème. Ça pourrait ressembler à un poème assez classique, assez conventionnel. Mais en le regardant de près, il y a énormément de codes qu'il brise, qu'il casse. Et là où on revient sur quelque chose de peut-être une forme de beauté, c'est que il vient non pas célébrer, comme Baudelaire pouvait le faire, la mocheté à travers une forme de beauté, mais il vient faire un poème sur la laideur en incarnant la laideur. Donc quelque part, il nous force à imaginer cette laideur-là dans une forme poétique, mais sans faire de concessions, sans chercher à nous la rendre belle. Il nous la donne telle qu'elle. Par contre, il fait un effort d'organisation en strophe, etc. Ouais. Alors, si on devait chercher une problématique ici, ce serait quoi ? À vous de jouer. Ouais, je pense qu'on peut finir là-dessus. Vous essayez de proposer une problématique et on va vous en donner une toute simple et une un peu plus élaborée. Ouais. Je regarde rapidement ce que tu as mis comme autre. En fait, en bas, c'est des anciens textes dont on avait parlé la dernière fois. Mais par contre, en haut, on va laisser le texte quand même peut-être à l'écran, mais en haut, j'ai mis 2 textes de récits qui peuvent être, qui sont bons à étudier, je pense aussi. Ouais. Je vais mettre ce document sur le serveur. Et de manière, comme ça, vous pouvez vous entraîner dessus. De manière générale, n'hésitez pas à aller regarder dans les anciens sujets qu'il y a eu. Très souvent, il y a des corrections qui vous sont proposées sur d'autres sites, etc. Voilà. Bon, moi, une problématique très simple que je pourrais voir pour ce poème-là, c'est comment le poète fait-il un poème banal pour montrer une situation banale. Ce serait peut-être trop simple, mais en tout cas, ça nous forcerait à prouver que ce poème est banal. Parce qu'en général, le poème, naturellement, il est joli. Ouais. En disant peut-être... alors après, ça va rendre la problématique un peu plus complexe, mais en essayant de la garder simple, comment la description d'un paysage ordinaire exprime-t-elle la plainte. Là, je reprends le mot de plainte. Comment la description d'un paysage ordinaire exprime-t-elle la plainte d'un poète et là, on pourrait dire triste, tout simplement. Un poète triste ou en proie. Alors là, si vous voulez être un petit peu plus élégant, en proie à la tristesse. Ouais. Voilà. Ou qui affronte la tristesse ou qui rencontre la tristesse, etc. Ouais. On nous dit comment ce texte nous partage ses émotions à travers une structure anormale. Alors oui, dans l'idée. Après, je pense qu'il y a moyen de faire à la fois plus simple. Plus précis, parce que partager ses émotions, c'est pas assez précis, non ? Voilà. Et puis dire structure anormale, il faut dire structure anormale de poème ou un poème différent. Il faut pas avoir peur de se lancer, de prendre des risques. Ouais. Alors, c'est risqué de dire que le poème est banal parce que le correcteur pourrait y voir du mépris. Oui, je vois ce que tu veux dire et ça pourrait s'entendre comme chose. Dans ces cas-là, mettez un poème d'apparence banale. Si vous avez peur que... Voilà. Et là où vous pouvez dire que c'est banal, c'est le paysage décrit par le poème qui est banal. Par contre, l'originalité du poète, justement, c'est de faire de cette banalité le moteur, la matrice de cette déconstruction du poétique qu'il est en train de faire et la déconstruction de l'image du poète qu'il est en train de faire. Quand il dit au sordi de Limace, il parle de lui-même. Au sordi de Limace, il parle de lui-même poète. Et à la question, on peut parler de la forme-structure dans une problématique où c'est limité au fond. Pour moi, c'est une très bonne chose de parler de la forme et de la structure, mais il ne faut pas se contenter de ça. En gros, un type de problématique que moi j'aime bien, c'est comment c'est ce que tu disais tout à l'heure, comment forme-structure nous montre que complexité, en gros. Donc là, comment ce poème d'apparence banale ou qui casse les codes de la poésie nous montre une réflexion sur le poète ou la tristesse du poète, etc. Là où vous avez quelque chose encore un peu plus méta, c'est un peu la problématique du chant. Vous savez,
Duchamp, c'est cet artiste qui a exposé un urinoir dans un musée et qui a dit et qui l'a appelé Fontaine. En soi, il n'avait pas fait une œuvre d'art. Ce qui a fait l'œuvre d'art, c'est le fait que ce soit dans un musée. Et c'était toute la réflexion qu'il voulait amener. Là, on pourrait aussi ajouter ça dans l'idée que c'est un poème banal qui trouve sa place dans un recueil de poésie. Recueil de poésie qui est censé être du côté de la beauté. Donc le fait de l'avoir intégré dans un texte qui est censé être imprimé et diffusé, c'est une volonté d'élever au rang de poésie. Et c'est ce que les surréalistes feront encore plus derrière en mettant, par exemple, l'alphabet dans un recueil de poèmes. Pour dire, voilà, c'est dans un recueil de poèmes, du coup c'est un poème. Et ce qui nous oblige à nous poser d'autres questions. Je vous ai écrit dans le chat une problématique. Je vous l'envoie. Et il décrit dans un poème une situation peu poétique. C'est ça le fond, effectivement. Il mélange la banalité, mais ça, à la limite, Baudelaire le faisait déjà dans Une charogne. Mais c'est juste que là, en plus, il le fait de façon un peu plus banale. Donc, dans la problématique que je propose, celle-là, c'est la version compliquée. Franchement, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire une problématique plus simple et avoir 20. Mais celle-là, elle mêle la question du paysage ordinaire qu'on a vu avec la tristesse du poète et la rupture avec les traditions poétiques. C'est une problématique particulièrement ambitieuse où vous avez presque votre plan là. Franchement, vous pouvez faire votre plan à partir de ça. La description d'un paysage ordinaire est nulle, gris et banal, comme on l'a dit. Un poète en proie à la tristesse, donc un poème pathétique, et donc qui exprime cette plainte, cette déprime du dimanche. Et clairement, il est en proie à la déprime du dimanche. Et dans un grand 3, probablement la rupture avec les traditions poétiques, donc on a dit, ça pour ceux qui ont travaillé un peu Rimbaud cette année, vous devez savoir que la rupture avec les traditions poétiques, elle se base toujours sur un certain héritage quand même. Donc il reprend certains éléments de l'héritage poétique dans la versification. Oui, et puis de toute façon, on ne peut pas déconstruire quelque chose sans en reprendre au moins quelques fondations, quoi. Oui, non, évidemment, on n'écrit pas Déprime du dimanche sur notre copie, mais là où vous faites la version simplifiée, il faudrait plutôt dire quelque chose comme peut-être un spleen, on pourrait parler de spleen, ou en tout cas de sentiment de... Tristesse de fin de semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? La tristesse de fin de week-end même, plutôt. Et en plus, il est inactif là, donc franchement, le dimanche, il est lié à ça. Seras-tu donc toujours un qui garde la chambre? Et tu te ressasses. Il est en train de s'ennuyer, le pauvre. Et puis l'octobre paysage, faut savoir qu'à cette époque-là, l'octobre paysage, il faut le supporter. C'est 6 mois de déprime. Non, le spleen, c'est pas forcément par rapport à l'ennui. Le spleen, c'est une espèce de déprime un peu généralisée sur l'état du monde. Ouais. Une mélancolie qui n'a pas d'origine dans la vie de celui qui la ressent, d'origine précise, mais simplement une sensation globale et diffuse, mais qui est très compatible avec l'ennui. Et là, en l'occurrence, il y a de l'ennui dans ce poème. Ouais. Avant de finir, peut-être on n'a pas trop posé la question de l'accroche et de l'ouverture, qui est quelque chose qui en général déchaîne les passions. L'accroche et l'ouverture, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, si vous avez fait quelque chose de bien et que vous arrivez à trouver quelque chose qui met en rapport une œuvre que vous avez étudiée avec le texte au début ou à la fin, c'est une très bonne chose. Par contre, si vous travaillez que l'accroche et l'ouverture et que tout le reste, il est vraiment compliqué et ça tient pas la route, ça va pas le faire. Donc, oubliez l'accroche et l'ouverture si jamais vous n'êtes pas solide sur le texte. Si maintenant vous avez fini votre texte à l'heure, etc., et que vous vous retrouvez avec une certaine idée sur le texte et que vous avez le temps pour essayer de justifier les choses, faites-le. Ouais. Et bon courage pour ces quelques jours-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et surtout, dormez tôt, ne sacrifiez pas le sommeil. Ouais. Voilà. Et salut tout le monde. Ce que l'on conçoit bien, c'est non ce clairement. Salut tout le monde.